Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour la 11e année consécutive. Nous organisons ce que nous appelons les conférences UniGE, Université de Genève et PFL, et nous invitons une personnalité du monde scientifique pour faire une conférence sur un sujet d'actualité, cette année étant le 100e anniversaire de la relativité générale. Le sujet était tout trouvé. Avant de vous présenter le conférencier de ce soir, même si on n'a presque plus besoin de le présenter tellement il est connu dans le monde des conférences publiques et de la vulgarisation scientifique, j'aimerais d'abord passer la parole au secrétaire général de l'université, M. Stéphane Berthet, qui va nous dire quelques mots au nom de l'institution. Mesdames, Messieurs, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette soirée, à cette conférence d'astronomie, cette traditionnelle conférence d'astronomie du mois de mai, qui, comme l'a souligné le professeur Udry, marque le 100e anniversaire de la théorie de la relativité générale. Donc, c'est la manière que l'université a de célébrer cet anniversaire avec la présence du professeur Luminet, qui va nous emmener dans un voyage scientifique fascinant du Big Bang à la relativité générale. Et toutes ces conférences, ce que j'aimerais souligner, profiter de ces quelques secondes qui me sont données, ces conférences participent en fait à l'effort que l'université a d'assurer cette transmission du savoir. Et cette transmission du savoir, non seulement vers ses étudiants, mais ça fait une de ses missions principales, mais ce qui nous importe aussi beaucoup, c'est cette transmission du savoir vers la cité, vers le public, puisque c'est ainsi que ce savoir prend aussi beaucoup de valeur lorsqu'il est diffusé. Et cette conférence d'aujourd'hui, qui va nous emmener dans cette aventure fantastique, est l'occasion d'assurer cette diffusion du savoir. Alors, juste pour la petite histoire, on fête les 100 ans de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Einstein a été docteur honoris causa de notre université en 1909. Donc déjà en 1909, l'université avait reconnu aussi, c'était déjà après la théorie de la relativité restreinte, mais célébrait déjà en 1909 le génie d'Einstein. Donc voilà, sans plus tarder, je repasse la parole au professeur Udry qui va nous présenter dans le détail le professeur Luminet. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci Stéphane. Je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais je pense qu'il est important quand même de dire quelques mots au sujet du professeur Jean-Pierre Luminet, qui non seulement est un astrophysicien hors pair, reconnu dans le monde scientifique, mais également un conférencier et un romancier et un poète. Donc c'est quelqu'un qui fait le lien entre les approches artistiques, la créativité artistique et la créativité scientifique. Il est originaire de Marseille. Depuis l'année passée, il travaille de nouveau à Marseille, au laboratoire d'astrophysique de Marseille, mais la grande partie de sa carrière a été dédiée à la physique des trous noirs et à la compréhension de l'évolution de l'univers. Et ses années de travail ont été à Paris, à l'Observatoire de Paris-Meudon, où il a passé à peu près 37 années, c'est ça? Et donc il a beaucoup étudié ce qui se passait aux alentours des trous noirs, la déformation de la lumière, mais aussi la déformation des objets qui passent proches de ces champs gravitationnels intenses et qui sont détruits. Et puis depuis une vingtaine d'années, c'est plus ce qu'on appelle les anisotropies du fond cosmologique qui traduisent les inhomogénéités dans l'univers et qui ont donné naissance aux structures que l'on connaît actuellement. Évidemment, c'est la lumière qui est déformée, entre guillemets, en passant proche de ces objets massifs, et donc c'est le lien entre la relativité générale qui intervient pour expliquer ces phénomènes et l'histoire de l'univers dont toute la structure, en fait, dépend de ces fluctuations du début. En termes de romans ou de poésie, il y a quelques livres qui sont très connus du professeur Luminet, entre autres son premier roman, je crois, Le Rendez-vous de Vénus, qui retrace l'histoire de ce pauvre astronome, fin du XVIIIe siècle, qui partait pour observer le passage de Vénus devant le Soleil, qui a connu plein de péripéties, qui a dû attendre le passage suivant 8 ans plus tard. Et comme ces événements ne se passent que tous les 100, 110 ans, ça montre la ténacité de l'astronome
d'époque, qui j'espère reste encore vrai aujourd'hui pour les astronomes qui professionnellement sont actifs et qui courent le monde. Je passe la parole à M. Luminet, au professeur Luminet, en vous recommandant son dernier livre qui vient de sortir, d'après ce qu'il m'a dit, et qui s'intitule Ulugh Beg, l'astronome de Samarcande. Donc si vous voulez connaître l'histoire de la création du plus grand sextant du monde au XVe siècle, je vous recommande son livre. Merci. Bonsoir, merci. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Merci aux organisateurs donc, pour cette invitation. Merci d'être venus aussi nombreux pour fêter donc, ce centenaire de la relativité générale, le 1915. On parlera aussi beaucoup de lumière, parce que vous savez aussi que l'UNESCO a décrété que 2015 serait l'année internationale de la lumière. Donc on est très sollicités, nous, les vulgarisateurs, astronomes, pour parler à la fois de tous ces aspects-là. Mais précisément, comme on va le voir, la lumière joue un rôle évidemment fondamental, non seulement en astronomie, mais également dans les tests de cette magnifique théorie de la relativité générale. Alors je rappelle que la relativité générale, c'est essentiellement une théorie de la gravitation, qui est censé donc remplacer, ou en tout cas englober comme une approximation, la théorie ordinaire de Newton, l'attraction universelle, où on considère que la gravitation, c'est une force qui s'exerce entre les corps massifs, et Newton a fourni les équations bien connues, l'expression de cette force qui permet enfin de faire de la mécanique céleste avec une haute précision. Et puis, au début du XXe siècle, avec l'avènement d'abord de la relativité restreinte, qui est une nouvelle théorie qui essaie de concilier les théories de l'électromagnétisme de Maxwell avec de nouvelles notions sur l'espace et le temps, puis la relativité générale qui incorpore les phénomènes de gravitation. On a une vision beaucoup plus profonde en fait de ce que c'est la gravitation, en lien direct en fait avec la géométrie même de l'espace et du temps. De façon très symbolique, on peut dire que, très analogique, d'une certaine façon, si on visualise l'espace-temps simplement comme un tissu à deux dimensions, en l'absence finalement de gravité, donc de corps massifs, on retrouve l'approximation de Newton. On va avoir donc une sorte de plan sans courbure. Et Einstein nous dit que dès lors qu'il y a de la gravitation des corps massifs, eh bien les corps massifs distordent en fait la géométrie même, déforment la géométrie même de l'espace-temps qui contient ces corps massifs, en tout cas au voisinage donc, de ces corps massifs. Évidemment, les rayons lumineux qui tissent la forme de l'espace sont eux-mêmes influencés par les phénomènes de gravitation. Donc en fait, la relativité générale fait l'économie de la notion de force. Il n'y a plus de force de gravitation au sens propre, il y a simplement des manifestations de la courbure de l'espace-temps. Et donc cela se traduit évidemment par de nouvelles équations qui vont remplacer les équations de Newton, qui sont évidemment des équations beaucoup plus complexes, évidemment, mais qui peuvent s'écrire de façon très élégante, comme vous le voyez ici. Alors, le centenaire vient du fait que c'est vrai que Einstein, après avoir publié ses premiers travaux sur la relativité dite restreinte, qui n'incorpore pas les phénomènes de la gravitation dans la nouvelle structure de l'espace-temps qu'il a conçue, commence à réfléchir précisément sur la façon dont on peut inclure la gravitation dans cette nouvelle théorie de la relativité dès 1907. Et puis c'est un long travail avec des essais et des erreurs, comme dans tout le travail des chercheurs, surtout des chercheurs en physique fondamentale, qu'il a fini par aboutir donc à la relativité générale telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec la publication donc d'un article absolument fondateur au mois de novembre 1915. Voilà. Et donc les équations d'Einstein, qui sont écrites ici sous forme, disons, tensorielle, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, à gauche, vous avez un élément géométrique qu'on appelle un tenseur, qui rassemble en fait essentiellement les propriétés de courbure de l'espace et du temps. Donc c'est essentiellement de la géométrie. À droite, vous avez un autre tenseur qui rassemble les informations sur la distribution de matière et d'énergie. Et donc finalement, les équations d'Einstein nous disent que la courbure de l'espace, la forme locale de l'espace et du temps, est directement dictée par la distribution de la matière et de l'énergie. Voilà. Ce qui donc à nouveau, de façon très analogique, j'ai retraduit ici, loin de corps massifs, en l'absence par exemple de matière et d'énergie, on retrouve l'approximation newtonienne courbure faible, donc espace-temps à peu près plat, et dès qu'on en a un corps massif, il va engendrer donc une déformation du tissu élastique.
Alors, lorsque une théorie nouvelle et aussi fondamentale est publiée, il faut évidemment proposer des tests expérimentaux pour montrer que cette théorie, non seulement elle tient la route, mais surtout qu'elle est meilleure que la théorie qu'elle est censée remplacer. Alors, il faut dire qu'au départ, ce n'était pas nécessairement l'une des motivations d'Einstein, qui était assez loin, en fait, de se tenir au courant des différentes observations astronomiques. C'était vraiment un chercheur en physique fondamentale. Et ce sont certains de ses collègues qui lui ont dit qu'il serait utile tout de même pour asseoir mieux sa théorie, qu'il était bon effectivement de faire quelques prédictions astronomiques. Alors, je vais parler très brièvement en fait de ce qu'on peut appeler les 4 tests parfaitement réussis de la théorie de la relativité générale. Le premier, c'est une explication de ce qu'on appelle l'avance du périhélie de Mercure. Alors Mercure, vous savez, c'est la planète la plus proche du Soleil. Et on avait constaté dès le 19e siècle, et notamment ce personnage-là qui s'appelle Urbain Le Verrier, le fameux Le Verrier, entre autres directeur de l'Observatoire de Paris, et qui avait découvert par le calcul de la mécanique céleste newtonienne l'existence de la planète Neptune, avait constaté que l'orbite de Mercure, qui est une ellipse évidemment autour du Soleil, au cours du temps, le grand axe de l'orbite bougeait légèrement, avançait. Ça s'appelle donc l'avance ou le périhélie. Le périhélie, comme vous le savez, c'est le point le plus proche de l'orbite elliptique, le plus proche du foyer. Alors cette avance-là, qui était assez considérable, était en grande partie expliquée tout simplement également par la théorie newtonienne, c'est-à-dire par en fait l'influence et les perturbations gravitationnelles des autres planètes du système solaire, avec des calculs assez complexes mais qui pouvaient être faits. Il est resté une avance résiduelle qui n'était pas explicable par les perturbations newtoniennes. Alors il y a eu des tas d'hypothèses qui avaient été avancées. Le Verrier s'était intéressé notamment à l'hypothèse d'une planète intramercurienne, c'est-à-dire d'une planète qui aurait été située entre Mercure et le Soleil, qui aurait perturbé le mouvement de Mercure de façon à expliquer cette déformation de l'orbite mercurienne, une planète qu'il avait appelée Vulcain, qu'il n'a jamais trouvée parce que cette planète n'existait pas, tout simplement. Et donc, en fait, Einstein, lorsqu'il élabore sa théorie et qu'il essaie de confronter justement sa théorie, les prédictions de sa théorie aux observations, comprend qu'il explique parfaitement l'avance résiduelle du périhélie de Mercure, exactement les 43 secondes d'arc d'avance par siècle, c'est tout petit mais c'est mesurable, sont parfaitement expliquées par la courbure de l'espace-temps en fait engendrée par le Soleil. Le deuxième succès, c'est la déviation des rayons lumineux. Les rayons lumineux sont influencés par la gravitation, car toute forme d'énergie gravite et est soumise à la gravitation. Les rayons lumineux ont de l'énergie, donc ils sont soumis à la gravitation, et notamment dans leur trajectoire, sont déviés de la ligne droite ordinaire au voisinage des corps massifs. Les trajets des rayons lumineux continuent à emprunter ce que l'on appelle des géodésiques de l'espace-temps, c'est des généralisations de la ligne droite dans des espaces qui ne sont plus euclidiens, c'est-à-dire dans les espaces-temps courbes. Alors là aussi, dans la théorie de Newton, il y avait une influence de la gravitation sur les rayons lumineux qui prédisait un certain angle de déviation de la lumière venant d'étoiles lointaines et dont le trajet du rayon lumineux frôlait le bord du Soleil. Voilà. Mais simplement, le calcul de Einstein donnait une valeur double. Alors il fallait faire après des observations très précises. Les observations très précises de ce type-là, évidemment, si vous essayez d'observer une étoile dans la direction du Soleil, vous ne la voyez pas, sauf au moment d'une éclipse. Et donc, par chance, en 1919, il y a eu une éclipse totale de Soleil, le 29 mai 1919, qui a permis de faire ce premier test astronomique spectaculaire de la théorie de la relativité. On voit ici dans cette image-là Einstein qui est en train de discuter avec Arthur Eddington, le grand astrophysicien anglais, qui va mettre en œuvre avec d'autres astronomes anglais 2 expéditions. Voici le trajet, ça c'est un extrait d'un des journaux de l'époque qui raconte cette aventure extraordinaire. Le trajet de l'éclipse, de la ligne de totalité, qui commence au Brésil et qui se termine en Afrique. Et donc, essentiellement, les astronomes vont se rendre dans 2 lieux, ici, à Sobra, le Brésil, et puis dans l'île de Principe, au large du Gabon. Et ils vont faire donc ces observations-là, c'est-à-dire au moment de l'éclipse, ils vont mesurer les positions des étoiles proches, donc à l'arrière-plan du Soleil. En l'absence du Soleil, les étoiles se trouvent là, quand on fait des cartes précises des étoiles, et puis le calcul relativiste indiquait qu'en présence du Soleil, eh bien, leur position devait être décalée de cette façon-là
voilà, mesurés par les flèches. Donc les observations sont faites, et moyennant les incertitudes de l'époque, et aussi, il faut dire, le souhait d'Eddington de faire accorder ces observations à la théorie, ça marche. Voilà. Donc, tout le monde était content, et donc il y a eu dans les revues de l'époque, dans les journaux de l'époque, ça c'est un extrait du New York Times, voilà, un truc spectaculaire sur le triomphe de la théorie d'Einstein. Il y a une anecdote que j'aime bien à ce propos-là. On dit que, après, on pourrait s'attendre à ce que Einstein soit, il participait évidemment pas, lui il est resté... Il restait chez lui, hein. À l'époque il était encore en Allemagne, etc. Il aurait pu être un petit peu inquiet du résultat des observations, mais pas du tout. Alors l'anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, mais bon, en tout cas je l'ai lu dans les livres un peu apparemment sérieux. Il était avec son ami Max Planck, l'autre grand physicien allemand, l'un des pères fondateurs de la physique quantique, et au contraire, Max Planck, il n'arrêtait pas dans la pièce en attendant de recevoir des nouvelles de l'éclipse, de s'agiter, de bouger, de parler, etc. Et Einstein lui dit, mais enfin mon cher Max, pourquoi vous êtes agité comme ça? Et Max Planck lui dit, mais enfin, cher Albert, vous ne vous rendez pas compte, il faut attendre le résultat, etc. Et Einstein lui répond, mais Max, si vous aviez compris la relativité générale aussi bien que moi, vous ne vous feriez aucun souci. Ça marchera forcément. Voilà. Alors, donc ça marchait, en tout cas dans les domaines, dans les barres d'erreur de l'époque. Une troisième prédiction, un troisième texte expérimental, c'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge gravitationnel, c'est-à-dire un rayon lumineux qui va sortir d'un champ de gravité, va être décalé vers le rouge, une sorte d'application, de généralisation de ce qu'on appelle l'effet Doppler, si vous voulez. Donc ça s'appelle en fait l'effet Einstein. C'est plus difficile à mesurer. Alors par exemple, donc la lumière qui va sortir d'un astre compact comme une naine blanche ou une étoile à neutrons est effectivement décalée vers le rouge. Alors le maximum, ça va être avec les trous noirs, mais ça je vais en parler plus tard, mais à l'époque d'Einstein, on ne parlait pas encore vraiment des trous noirs. Ces effets expérimentaux, ils se marchent même avec la lumière du soleil, etc., qui est très légèrement redshiftée en sortant du champ de gravité du soleil. Des expériences ont été faites, ça veut dire tout simplement que donc, dans un champ de gravité, quand la lumière se propage dans un champ de gravitation, eh bien, il y a un décalage de fréquence dû donc à cet effet Doppler. Ça a été vérifié expérimentalement, notamment par, j'ai mis ici un cliché de mon homme qui s'appelle Vaisseau, enfin peu importe, et donc qui ont fait des mesures avec des horloges placées dans des champs de gravité différents, et ils ont comparé effectivement les décalages de fréquence entre les horloges, et c'était tout à fait conforme avec les prédictions de la relativité générale. Et la deuxième vignette que j'ai mise, c'est tout simplement pour vous rappeler que les GPS que nous avons aujourd'hui dans presque toutes nos voitures tiennent compte également de cet effet Einstein, de ce décalage vers le rouge, puisque quand vous avez votre boîtier GPS, vous envoyez un signal, il va monter sur des satellites, etc. On va faire un calcul de triangulation. Si vous ne tenez pas compte de l'effet Einstein, c'est-à-dire du fait que dans un champ de gravitation près de la Terre, le champ de gravitation est un tout petit peu plus grand, peut-être un milliardième à peine, plus grand que le champ de gravitation à 40 km d'altitude, par exemple, quelque chose comme ça, eh bien, il faut tenir compte de cet effet pour avoir la précision des GPS de l'ordre de 15 mètres. Sinon, si vous ne tenez pas compte de cet effet, un GPS newtonien, il dériverait de plusieurs kilomètres par jour, donc il serait totalement inutile. Hein, voilà. Et puis la quatrième prédiction, c'est l'émission des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire Einstein nous dit que non seulement la masse et l'énergie courbent l'espace, mais lorsque cette masse et cette énergie se déplacent, eh bien le déplacement de la courbure engendre des ondes, un peu comme quand vous agitez également un bâton dans l'eau, il y a des ondes qui se propagent également, eh bien il y a des ondes de gravitation, c'est-à-dire des variations de la courbure qui se propagent à la vitesse de la lumière, on appelle ça des ondes gravitationnelles, mais qui sont d'une intensité incroyablement faible. Nous sommes en permanence traversés par des ondes de gravitation engendrées par le mouvement des corps et qui sont un peu plus puissantes lorsqu'il s'agit d'une supernova qui explose, un trou noir qui se forme, etc. Mais heureusement pour nous, on ne sent pas ces ondes de gravitation parce que quand une onde de gravitation traverse l'espace, elle dilate l'espace dans une direction et le contracte dans une autre. Donc si on avait des ondes de gravitation puissantes, on serait constamment en train de rapetisser dans un sens, de s'allonger de l'autre, etc. Voilà. Donc en fait, ces phénomènes sont incroyablement faibles, où il faudrait être à côté d'un trou noir en formation pour sentir ces choses-là. Et ça a été un immense défi expérimental de mettre en évidence les ondes de gravitation. Elles ont été mises en évidence, non pas directement pour l'instant, on espère que ce sera pour la prochaine décennie, avec des instruments qu'on appelle les
interféromètres gravitationnels, mais elles ont été mises en évidence indirectement à travers des phénomènes astronomiques mettant en jeu ce qu'on appelle un pulsar binaire, c'est-à-dire un couple d'étoiles à neutrons en rotation l'une autour de l'autre, donc avec des champs de gravitation très très forts. Et le couple perd de l'énergie orbitale par émission d'ondes gravitationnelles. Donc on peut faire après un calcul théorique de relativité, la diminution de la période orbitale du système binaire due à l'émission d'ondes gravitationnelles, et ça correspond exactement aux prédictions de la relativité générale, ce qui a fait attribuer le prix Nobel de physique à ces deux personnages-là, qui s'appellent Hulse et Taylor, qui avaient fait des mesures très précises, précisément donc de ce pulsar binaire dans les années 1970. Bien, alors ça c'est ce qui marche bien, on est content. Alors maintenant il y a deux problèmes majeurs, mais évidemment les plus fascinants, dès qu'il y a des problèmes c'est plus intéressant. Le problème numéro 1, ça va être le problème de l'effondrement gravitationnel, et le problème numéro 2, que j'aborderai après dans la deuxième partie, sera le problème cosmologique. Le problème numéro 1, l'effondrement gravitationnel, puisque d'une certaine façon, même si c'est très métaphorique ce schéma, ça suggère que au plus un corps va être massif ou dense, compact, au plus la distorsion qu'il va provoquer dans le tissu élastique de l'espace-temps va être prononcée. La question qui se pose assez rapidement, et dès 1917, donc très rapidement après la publication des équations de la relativité générale, Karl Schwarzschild, un brillant astrophysicien allemand, se pose donc l'une des questions, qu'advient-il lorsqu'on a un corps particulièrement massif et compact? Qu'advient-il de la courbure de l'espace-temps lors de ce phénomène-là qu'on va appeler l'effondrement gravitationnel? Alors, très vaste sujet qui va occuper la plupart des plus brillants physiciens et astrophysiciens théoriciens du XXe siècle, qui vont étudier différents stades plus ou moins poussés de l'effondrement gravitationnel. On a par exemple le célèbre Chandrasekhar, qui va commencer par étudier des effondrements gravitationnels non poussés tout à fait jusqu'au bout, pour former ce qu'on appelle des naines blanches, je vais en dire un mot. Ensuite, on a d'autres chercheurs, notamment Robert Oppenheimer, qui a été en fait le premier à faire un calcul d'effondrement gravitationnel relativiste, dans le cadre des équations de la relativité générale. Et le premier, c'était en 1939, à suggérer qu'à un certain stade de l'effondrement gravitationnel, la courbure de l'espace devenait tellement importante qu'il y avait une sorte de déconnexion entre ce qui va se passer à l'intérieur d'une certaine région de l'espace-temps qui va se déconnecter de l'extérieur. C'est le prototype, évidemment, de ce qu'on a appelé plus tard trou noir. Et puis toute la physique, d'abord la terminologie, puis après la physique détaillée des trous noirs a été développée par de nombreux chercheurs. Je mets ici simplement John Wheeler, un peu comme emblématique d'un grand nombre de chercheurs, dans lesquels il y a eu Stephen Hawking, Brandon Carter et beaucoup d'autres. Mais c'est John Wheeler qui a baptisé les objets bizarres dont je vais maintenant parler. Donc il a baptisé du nom de trou noir. Donc ces objets fascinants, résultat donc ultime de l'effondrement gravitationnel. Alors, on revient un petit peu à l'astronomie et à l'astrophysique. Pourquoi d'abord l'effondrement gravitationnel? Vous prenez une étoile normale comme le Soleil. Vous savez que donc notre étoile libère de l'énergie parce qu'au centre, il y a des réactions thermonucléaires à cause de conditions de température extrêmement élevées qui règnent, et donc l'hydrogène, qui est le constituant essentiel de l'étoile, rentre dans des réactions de fusion thermonucléaire en libérant de l'énergie, en convertissant une petite fraction, 7 millièmes de la masse, donc en énergie. Moitié lumière et moitié sous forme de neutrinos. Enfin, moi, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Pourquoi y a-t-il de l'effondrement gravitationnel? Forcément parce qu'à un certain stade, il n'y a plus de carburant. Et dans le cœur de l'étoile, ne délivre plus assez d'énergie pour résister à la compression gravitationnelle. Et le cœur de l'étoile, donc, va s'effondrer gravitationnellement, accompagné d'un mouvement inverse des couches extérieures de l'étoile qui, au contraire, vont se dilater dans l'espace. Et donc, toutes les théories qui se sont développées au XXe siècle, qu'on appelle les théories de l'évolution stellaire, tentent, et avec succès, de retracer en fait les différentes phases de l'évolution des étoiles, essentiellement en fonction de leur masse initiale. Et on sait par exemple que les étoiles ordinaires comme le Soleil, grosso modo jusqu'à 9 à 10 fois la masse du Soleil, donc 90% de toutes les étoiles de l'univers, finissent sous cette forme-là. Cet objet astronomique, magnifique cliché, s'appelle une nébuleuse planétaire.
Le terme est mal choisi, c'est pour des raisons historiques. Ça a été baptisé nébuleuse planétaire, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec les planètes. C'est une étoile moribonde, tout simplement, dans laquelle on a les couches gazeuses de l'étoile se sont dilatées de façon extraordinaire, dans une phase post-géante rouge. Et le cœur de l'étoile, lui, le cœur qui jadis libérait de l'énergie par des réactions thermonucléaires, se contracte peu à peu, subit l'effondrement gravitationnel. Voilà, mais cet effondrement gravitationnel va être arrêté par une résistance de la matière, qu'on appelle la pression de dégénérescence des électrons, si vous voulez tout savoir, qui va faire que la contraction va s'arrêter à un certain stade. Le stade de naine blanche, où grosso modo, on a un objet de la masse à peu près d'une étoile, comme le Soleil, et de la taille de la Terre. Et donc une densité correspondante de l'ordre de la tonne par centimètre cube. Bien. Les astrophysiciens, après, ont calculé que pour les étoiles plus massives, grosso modo entre 8 à 9 fois la masse du Soleil jusqu'à 40 fois la masse du Soleil, la fin d'une étoile était plus spectaculaire. On a le fameux phénomène de la supernova. Vous connaissez évidemment, vous avez déjà entendu parler évidemment des supernovas, ce phénomène spectaculaire. Donc ici, l'une des supernovas les plus célèbres et les plus belles à regarder au télescope dans le ciel, la supernova du Crabe, qui est le résultat d'une explosion d'étoiles qui a d'abord été aperçue en l'an 1054, et donc à peu près 1000 ans plus tard, on observe encore aujourd'hui dans l'espace les suites de cette explosion. Mais en ce qui concerne l'effondrement gravitationnel, le cœur de l'étoile, lui, s'est effondré à un stade plus poussé que celui de la naine blanche pour former ce que l'on appelle une étoile à neutrons. Et donc les clichés aujourd'hui pris par le télescope spatial et d'autres télescopes nous montrent réellement ici l'étoile à neutrons résiduelle de cette explosion, et c'est encore effondré gravitationnellement, mais pas complètement effondré, puisque là encore la résistance de la matière, essentiellement un gaz de neutrons dégénéré, donc incroyablement dense, a fait une boule compacte d'une dizaine de kilomètres de rayon au centre de l'explosion de la supernova pour la masse d'une étoile, avec donc des densités correspondantes phénoménales de l'ordre du milliard de tonnes par centimètre cube. C'est-à-dire un dé à coudre d'une étoile à neutrons pèse à peu près la masse du Mont Blanc. Bien. Et ce n'est pas l'effondrement gravitationnel total, puisque donc les théories prédisent que si la masse de l'étoile est supérieure à peu près à 40 à 45 fois la masse du Soleil, eh bien l'effondrement gravitationnel va être encore plus violent. Il y a par exemple dans notre galaxie une étoile qui s'appelle Eta Carina, qui est dans un état un peu délicat, comme vous le voyez sur ce cliché, elle est en très mauvaise santé. C'est un monstre de 120 fois la masse du Soleil, il a une luminosité extraordinaire, et très bientôt, enfin, je ne sais pas si c'est demain ou si c'est dans 1000 ans, mais ça ne va pas être dans 10 millions d'années, c'est sûr, elle va exploser. Elle a peut-être déjà explosé, elle n'a pas encore reçu le signal d'ailleurs, pour donner ce qu'on appelle une hypernova, en libérant encore plus d'énergie qu'une supernova. Mais surtout, ce qui nous intéresse dans cette affaire-là, c'est que le cœur de l'étoile est tellement massif que lorsqu'il va s'effondrer, il ne peut pas former ni naine blanche ni étoile à neutrons. Et il va former le dernier candidat qui reste, en tout cas dans les théories connues de la physique, qui est le trou noir. Alors tout ça peut se synthétiser, au-delà de ces belles images astronomiques, par le schéma général de l'évolution stellaire, dont d'ailleurs il y a eu de très très belles contributions de nombreux chercheurs suisses sur les théories de l'évolution stellaire. Je songe notamment à l'équipe d'André Meder. Donc il a calculé, voilà, en fonction de la masse, vous voyez ce diagramme-là, en fonction de la masse de l'étoile en unité solaire, donc le Soleil il est là, et ici vous avez la densité centrale de l'étoile. Voilà, en grammes par centimètre cube. Donc, par exemple, le Soleil se situe exactement là, au début de son histoire. Une masse solaire, et puis à peu près 100 grammes par centimètre cube. C'est la densité qui règne à peu près au centre du Soleil. Au cours de l'évolution stellaire, eh bien, je vous dis, le cœur va finir par se contracter. Donc, forcément, ça va aller vers le bas, c'est-à-dire les densités qui augmentent. Voilà. Et donc, je vous disais que les théories, les calculs, les observations combinées nous disent que les étoiles jusqu'à peu près 8 fois la masse du Soleil terminent sous forme de naines blanches. Le cœur de ces étoiles s'effondre gravitationnellement pour former des naines blanches. Et l'un des apports majeurs de Chandrasekhar, c'est de montrer, dès les années 1930, que les naines blanches ne peuvent pas être plus massives que 1,4 fois la masse du Soleil. Ça s'appelle la limite de Chandrasekhar. Au-delà, la pression de résistance des électrons ne suffit pas pour compenser l'écrasement gravitationnel. Et donc, on a un état plus dense, qui est donc l'état d'étoile à neutrons. Alors, les calculs à nouveau d'évolution stellaire suggèrent que c'est des calculs compliqués, parce que
À partir de la masse initiale de l'étoile, qui est ici indiquée en rouge, il faut bien voir qu'au cours de l'évolution stellaire, il y a de la perte de masse de l'étoile due à des vents stellaires, ce genre de choses. Donc ce sont des calculs assez complexes, mais grosso modo, il y a à peu près un consensus aujourd'hui sur le fait que les étoiles entre, disons, 8 fois la masse du Soleil et 45 fois la masse du Soleil initiale le cœur de ces étoiles finit par s'effondrer pour donner naissance à des étoiles de neutrons, avec, comme je vous l'ai dit, des densités moyennes du cœur absolument considérables, 10 puissance 14 grammes par centimètre cube, c'est l'équivalent donc des quelques milliards de tonnes dont je vous parlais. Mais là encore, ces étoiles à neutrons ne peuvent pas supporter une masse limite, qui s'appelle la masse de Landau, Oppenheimer, Volkoff, calculée par ces trois bonhommes, qui est de l'ordre de 3 fois la masse du Soleil. Cela veut dire que si vous avez un objet froid, c'est-à-dire qui n'est plus soutenu par des réactions thermonucléaires, qui s'effondre gravitationnellement et dont la masse dépasse 3 fois la masse du Soleil, eh bien, dans nos connaissances actuelles, il n'y a pas d'alternative que la formation d'un trou noir. Et donc, notamment, ça concernerait les étoiles, à peu près 1 sur 10 000, dont les masses initiales dépasseraient à peu près 45 fois la masse du Soleil. Voilà. Donc ça veut dire que pour ces étoiles-là, le cœur de ces étoiles-là, en s'effondrant, donnerait naissance à cet objet le plus fascinant de l'astrophysique, le trou noir. Et dont la description, évidemment, fait nécessairement intervenir une courbure extrêmement prononcée de l'espace et le temps. Alors même, je ne fais pas une conférence sur le trou noir, sinon évidemment on y passerait toute la nuit, même si les trous noirs ont été déjà prévus et prédits avant Einstein, avant la relativité générale, à l'époque de Newton, on appelait ça des astres invisibles, c'est une spéculation sur le fait qu'il puisse exister dans l'univers des objets extrêmement massifs à la surface desquels ce qu'on appelle la vitesse de libération, c'est-à-dire la vitesse minimum pour échapper à la gravité de ces objets, atteignait ou dépassait la vitesse de la lumière. Donc ces objets-là, par construction, étaient invisibles. Puis on avait oublié tout cela jusqu'à donc la théorie de relativité, qui en fait permet réellement de faire une description de la formation de ces objets-là. Alors, une description donc relativiste de la formation d'un trou noir, de l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive donnant naissance à un trou noir, c'est plutôt ce type de diagramme-là, on appelle un diagramme d'espace-temps. Ici, donc, vous avez le temps vers le haut, vous avez donc l'étoile en contraction, c'est pour ça que ça se rétrécit, hein, le rayon de l'étoile diminue, et il arrive un certain moment où la lumière reste carrément piégée, c'est-à-dire ne peut plus se propager vers l'extérieur, et il y a la formation de cette structure-là, qui s'appelle un horizon des événements, c'est la surface d'un trou noir. Et ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, toute la matière, et y compris la lumière, est nécessairement, inéluctablement attirée vers l'intérieur de cette zone-là. C'est pour ça que donc, ça s'appelle un trou noir. Alors analogiquement avec mes histoires de déformation d'un tissu élastique bidimensionnel pour visualiser les choses, vous voyez qu'en fait c'est juste une déformation locale du tissu élastique. Lorsque l'objet n'est pas encore effondré, on a une courbure prononcée, mais pas tellement que ça. Et à mesure que l'objet se contracte, devient de plus en plus dense, eh bien la distorsion se fait plus importante. Et il arrive un moment où il y a la formation d'une configuration très particulière, je rappelle, donc cet horizon des événements qui est la surface d'un trou noir. Et en termes un tout petit peu plus techniques, c'est en fait en analysant la structure, ce qu'on appelle les cônes de lumière, c'est-à-dire les trajets des rayons lumineux dans cet espace-temps déformé par la gravitation, qu'en fait on comprend l'essentiel de toutes les propriétés de l'espace-temps engendré par un trou noir, et notamment le phénomène, l'effet Einstein dont je vous parlais, là, le décalage vers le rouge gravitationnel, des rayons lumineux qui sortent d'un champ de gravité. Vous voyez ici, vous avez des rayons lumineux qui sortent de la surface de l'étoile et qui sont capturés par un astronome lointain, enfin un autre lointain, tout simplement en orbite circulaire autour de l'objet, simplement. Vous voyez que le décalage entre les intervalles d'émission et les intervalles de réception sont très différents. Les intervalles de réception augmentent au cours du temps, et à la limite, précisément, la définition du trou noir, c'est le point E4 où le rayon lumineux ne pourra plus sortir et atteindre l'observateur lointain, restera inéluctablement piégé. Donc toute cette partie-là de l'histoire, qui en temps réel, ce qu'on appelle en temps propre en relativité, se fait en un temps parfaitement fini et calculable en fonction de la masse de l'étoile, etc., en temps apparent, c'est-à-dire en temps extérieur, c'est rejeté dans un futur infini. Ça montre bien donc une distorsion temporelle extraordinaire provoquée donc par cet effondrement gravitationnel. Alors ces distorsions du temps provoquées par les trous noirs peuvent se traduire de façon un peu pittoresque par l'histoire de ces deux astronomes.
qui donc décide d'explorer les propriétés d'un trou noir. Donc il y en a un qui reste en orbite autour du trou noir, et puis il y en a un des deux qui décide d'explorer le trou noir en sachant qu'il ne reviendra pas, mais il se prend en film. Voilà, et il envoie les images de télévision à son compagnon qui reste loin de là. Voilà. Et donc, il décide de faire un dernier salut à l'humanité, parce qu'il sait que lorsqu'il va franchir la surface du trou noir, il ne reviendra plus, il ne pourra plus ressortir pour raconter ce qui se passe, donc il fait un dernier salut. Voilà. Donc en temps propre, il se passe ceci. Le vrai temps de l'astronaute qui plonge dans le trou noir, il amorce son salut. Là, c'est le moment où il traverse la surface du trou noir, il ne sent rien de spécial, hein, voilà, et il termine son salut à l'intérieur du trou noir. Maintenant, ce qui est vu à l'extérieur du trou noir, c'est une distorsion du temps énorme, une sorte de gel temporel, en ce sens que, initialement, les scènes coïncident, et puis ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit, et en fait, tout observateur extérieur ne verra jamais ce qui se passe à partir du moment où l'astronaute a réellement franchi le trou noir. Donc les images vont se figer dans ce geste qu'il avait au moment où, en temps réel, il a traversé le trou noir. Donc techniquement, il y a évidemment des courbes d'équations qui expliquent cette distorsion énorme entre le vrai temps, le temps de chute dans un trou noir, et le temps mesuré à l'extérieur, le temps apparent. Voilà. C'est une illustration évidemment spectaculaire de ces distorsions de l'espace et du temps. On vous dit qu'en relativité, le temps et l'espace ne sont plus absolus. Ils dépendent notamment des champs de gravité, et là c'est un exemple extrême. Il y a aussi évidemment des distorsions de l'espace, dans lesquelles je vais passer quelques minutes, provoquées par les trous noirs. Alors notamment une que j'aime bien, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, c'est ce qu'on appelle les effets de marée. C'est l'équivalent en fait des effets de marée. Les effets de marée s'expliquent tout à fait dans la physique classique, hein, les marées exercées par la Lune sur la Terre, sur les océans de la Terre, etc. C'est un effet de gravitation différentielle. Il y a un équivalent, un analogue en théorie de la relativité, et on peut se douter que les effets de marée engendrés par un trou noir sont considérables, et tellement considérables qu'il y a une zone autour d'un trou noir, une zone de danger, qu'on va appeler le rayon de marée, au sein de laquelle l'espace-temps est tellement déformé, et donc les forces de marée vont être tellement grandes que tout objet qui y pénètre va être brisé par ces forces de marée, y compris une étoile. Alors je me suis intéressé à cette question-là déjà au début des années 80, à une époque où on commençait à soupçonner qu'il puisse exister au centre de chaque galaxie des trous noirs gigantesques, des trous noirs géants de plusieurs millions, voire plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Pour ces trous noirs-là, on calcule par des formules simples le rayon de marée. Après, c'est un peu plus compliqué de calculer comment va évoluer une étoile qui va passer dans ce rayon de marée. Voilà. Donc, avec mes collaborateurs, on avait mis tout ça en équation, et donc on avait élaboré donc, un scénario de destruction d'une étoile. Alors ça, c'est une animation très très simpliste, hein, qui reflète que très partiellement la réalité physique beaucoup plus complexe des choses. Voilà, on va voir l'étoile qui revient, et à partir du moment où elle rentre dans le rayon de marée, eh bien voilà, les forces de gravitation différentielle écrasent l'étoile complètement et la détruisent, donc ça libère beaucoup de gaz et ça fait beaucoup d'énergie. Voilà. Et comme on avait montré qu'en fait l'étoile était, en traversant le rayon de marée, était essentiellement écrasée dans le plan de son orbite, et à force d'être écrasée sous forme d'une sorte de crêpe gazeuse, elle était chauffée, elle finissait par exploser avec une grande flambée de rayonnement. On va appeler ça les crêpes stellaires flambées. Et on avait publié un article dans la revue Nature en 1982 pour proposer ce processus-là. Puis après, toute une série d'articles un peu plus techniques sur ces détails-là. Et puis, il se trouve que bien des années plus tard, ce processus-là a commencé à être observé avec le développement des grands télescopes. Alors ça, par exemple, c'est la première flambée stellaire observée probablement dans les années 1995. On voit un point s'allumer au centre d'une galaxie lointaine qui abrite un trou noir géant, et ça a été interprété à l'époque comme une étoile détruite par les forces de marée. Et puis donc, de plus en plus, on observe aujourd'hui des crêpes stellaires flambées. Donc ça, c'est une autre qui a été découverte en 1999, une autre beaucoup plus récemment, en 2009. Enfin bref, on en observe à peu près toutes les semaines. Il y a des crêpes flambées tous les jours, un petit peu partout dans l'univers. Bien. Donc, et c'est un effet, donc, en fait, de distorsion de l'espace. C'est bien la déformation de l'espace autour du trou noir qui va
provoquer donc la destruction des étoiles qui vont pénétrer justement dans cet espace distordu. Alors maintenant, vous voyez, donc la distorsion de l'espace va également avoir des effets sur les trajets des rayons lumineux, puisque je vous disais au début que les rayons lumineux continuent à emprunter les géodésiques, c'est-à-dire les lignes, les pentes naturelles de l'espace-temps courbe, et donc forcément, les rayons lumineux passant au voisinage de trous noirs vont donner des jeux de lumière particuliers, et donc des illusions d'optique, des sortes de mirages. Et vous le savez peut-être, c'est un des premiers travaux auxquels je me sois attelé dès la fin des années 1970. À une époque où, évidemment, il n'était pas encore question d'observer de près ou de loin des trous noirs, mais on pouvait faire des simulations d'ordinateurs, même si à l'époque, les ordinateurs, l'observatoire de Paris, je ne vous dis pas, il occupait une pièce entière, parce que c'était l'époque où on avait encore un seul ordinateur par institut qui occupait une pièce entière, on avait encore nos paquets de cartes perforées avec un programme, etc., etc. Bon, ça m'a permis en tout cas de calculer la première image simulée d'un trou noir, à quoi ressemblerait un trou noir entouré d'un disque de gaz mince, en tenant compte de toutes les propriétés donc de distorsion de l'espace et du temps, qui donc crée une illusion d'optique. Donc au lieu de voir un anneau, parce que normalement ça c'est le calcul d'un anneau de lumière autour d'un trou noir, au lieu de voir des anneaux comme pour Saturne, comme on n'est plus dans l'espace ordinaire à peu près euclidien, on est dans un espace courbé, il y a des distorsions de l'image qui font voir la totalité du dessus de l'anneau, il n'y a plus de parties cachées, d'une part, hein, et puis il y a une image secondaire que l'on voit ici, petit halo là, qui entoure le rond central, qui est le trou noir lui-même, qui montre l'autre côté carrément du disque. Il y a tellement de distorsions d'image tellement puissantes qu'on voit à la fois simultanément les deux côtés du disque de gaz. Donc ça, c'était les toutes premières simulations avec les moyens de l'époque. Toutes ces choses-là ont été largement développées après par beaucoup de monde, avec évidemment des ordinateurs de plus en plus sophistiqués. Mon collègue à l'Observatoire de Paris, Jean-Alain Marc, avait calculé en 1996 des images en couleur et en animation. Alors si j'en parle, c'est parce que c'est revenu un petit peu à la mode sur le devant de la scène avec le film Interstellar qui est sorti au mois de novembre. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont vu le film Interstellar, science-fiction. Oui, dites-moi, vous l'avez vu. Bon, donc l'un des aspects, l'une des images spectaculaires du film, c'est effectivement donc une simulation avec des super ordinateurs, disent-ils, de l'aspect d'un trou noir entouré effectivement d'un disque d'accrétion. Voilà. Alors en fait, ces simulations-là, elles sont moins précises que celles que nous avions faites, tout simplement parce que le producteur du film a expliqué qu'il ne voulait pas tenir compte de tous les effets physiques, parce que vous voyez que dans les images précédentes, il y a une dissymétrie du flux lumineux. Pourquoi ? Parce que le disque de gaz est en rotation extrêmement rapide autour du trou noir. Et donc il y a un effet Doppler formidable qui va rentrer en jeu. Dans la partie du disque qui se rapproche, la lumière va être considérablement augmentée par l'effet Doppler, et dans la partie qui s'éloigne, disons celle-là, la lumière va diminuer. Et donc c'est pour ça qu'il y a une partie, la partie gauche est extrêmement brillante et la partie droite ne l'est pas. Ils n'ont pas voulu tenir compte de cet effet dans le film, et c'est pour ça que l'image est symétrique sur le plan de la lumière. Voilà. Alors évidemment, Kip Thorne, qui est l'un des grands astrophysicien spécialisé des trous noirs et qui était conseiller scientifique du film, n'ignorait pas ces effets-là, et il a publié à part un vrai article scientifique technique avec des images qui n'ont pas été montrées dans le film, avec des simulations un peu plus sophistiquées. Donc voilà un petit peu les toutes dernières simulations numériques que l'on peut faire sur l'aspect d'un trou noir entouré d'un disque de gaz mince. Bien. Alors un deuxième effet de jeu de lumière, alors ça c'est la façon dont le trou noir distord la lumière dans son parage, juste dans son voisinage. Dans la façon dont le trou noir va changer le paysage de lumière d'arrière-fond. C'est ce qu'on appelle le phénomène du mirage gravitationnel. Alors le mirage gravitationnel, on n'a pas besoin de trou noir pour faire du mirage gravitationnel, c'est une prédiction naturelle de la relativité. D'ailleurs, l'histoire de l'éclipse dont je vous ai parlé, c'est une sorte de mirage gravitationnel, puisque les étoiles légèrement décalées de leur position habituelle lorsque le Soleil est sur la ligne de visée et que l'on voit au moment d'une éclipse, c'est bien une sorte de petit mirage. Hein, voilà. Et donc, le mirage gravitationnel nous dit tout simplement que lorsque, sur la ligne de visée d'un objet que l'on veut observer, que ce soit une étoile, une galaxie, ce que vous voulez, un quasar, etc., si vous avez un objet massif, l'objet massif distord l'espace dans son voisinage, et donc les rayons lumineux venant de l'arrière-plan vont emprunter différentes trajectoires pour reconverger vers l'observateur.
Donc du point de vue de l'observateur, on va voir l'objet non pas là où il est, mais en plusieurs exemplaires. Et on a donc ce qu'on appelle un mirage gravitationnel. Donc cette prédiction avait été faite par Einstein très tôt, dans les années 1920, je crois. Et puis il a fallu attendre les années 1960 pour commencer à voir au télescope des manifestations de ces mirages gravitationnels. Je vous en montre deux. Celui-là est très célèbre, ça s'appelle la croix d'Einstein. Et puis celui-là est tout récent, c'est à moins d'un mois. Donc, je vous ai mis cette image-là. Pourquoi ? Parce que dans la situation parfaite et idéalisée, pour de pures raisons de symétrie, le mirage gravitationnel produirait un anneau parfait, un anneau de lumière parfait, qu'on appelle l'anneau d'Einstein. Alors, dans la plupart des situations, la nature ne réalise pas ces alignements parfaits, et au lieu de voir un anneau complet, on voit des bouts d'anneaux. Donc, c'était ce qui était le cas avec la croix d'Einstein. Donc, dans la croix d'Einstein, ça, c'est la lentille gravitationnelle. C'est pas un trou noir, hein, c'est juste une galaxie, par exemple, hein, une galaxie sur la ligne de visée. Et cet objet-là, les quatre images là, eh bien, c'est les 4 images d'un même objet, une galaxie lointaine, qui est derrière celle-là. Voilà. Et donc, en fait, c'est 4 bouts de l'anneau. Et très récemment, grâce à une combinaison d'observations faites par le Very Large Telescope au Chili, le télescope européen, le Hubble Space Telescope et d'autres télescopes, on a fait cette image composite qui montre un mirage gravitationnel quasiment parfait. Vous voyez, qui coïncide tout à fait avec l'anneau d'Einstein. Donc ça, bon, il n'a pas besoin de trou noir pour provoquer ce genre de choses. Maintenant, on peut imaginer, si c'est un trou noir qui fait office de lentille gravitationnelle, le mirage gravitationnel va être beaucoup plus spectaculaire. À l'heure actuelle, on n'a pas les moyens observationnels de voir au télescope des mirages gravitationnels provoqués par des trous noirs. Mais à nouveau, on peut les calculer par l'ordinateur. Voilà. Et donc, il y a des simulations numériques qui ont été faites notamment par un de mes collaborateurs qui s'appelle Alain Riazuelo, des simulations magnifiques qui montrent des paysages cosmiques et la façon dont ils seraient modifiés si, sur la ligne de visée, on plaçait des trous noirs. Alors ça, c'est un paysage cosmique tout à fait réel. C'est une reconstitution d'une petite partie du ciel dans l'hémisphère sud, un petit peu en direction du Sagittaire, c'est-à-dire vers le centre galactique. Voilà. Et donc ça, par exemple, c'est 2 étoiles. Donc, toutes les étoiles qui sont là ne sont pas mises au hasard, ce sont vraiment les étoiles telles qu'elles sont dans le ciel. Évidemment, c'est un petit peu accentué pour rendre l'image spectaculaire. Ça, par exemple, c'est les étoiles alpha et bêta du Centaure. Hein. Voilà. Bien. Et donc ça, évidemment, c'est la trace de la Voie lactée. Ça, c'est le paysage naturel, le paysage normal. Donc maintenant, imaginons le nouveau paysage qui serait obtenu lorsque, dans cette direction-là, on place un trou noir. On va faire un calcul de relativité générale, on va intégrer les trajets des rayons lumineux de toutes les étoiles de l'arrière-plan. Et on obtient cette image-là. Magnifique image qui montre que dans les parages du trou noir, d'abord, il y a évidemment une distorsion de l'image principale, mais surtout, de façon tout à fait extraordinaire, vous voyez cette chose-là, c'est la totalité de la Voie lactée qui est déformée par un effet de loupe incroyable. Dans le champ normal, vous ne voyez qu'un tout petit bout. La Voie lactée, elle fait tout le tour du ciel, hein, évidemment. Hein. Mais alors, l'anneau d'Einstein théorique associé à ce trou noir-là, il est là. Et ça veut dire qu'à l'intérieur de l'anneau d'Einstein, vous avez une duplication de l'ensemble de la voûte céleste tout entier. Pas seulement du champ de vue, mais de l'ensemble de la voûte céleste. C'est pour ça que la Voie lactée, vous la voyez entièrement, mais évidemment extrêmement déformée. Et toutes les étoiles que vous voyez là sont des mirages, ce sont des duplications des étoiles qui existent dans le champ extérieur. Non seulement dans ce champ-là, mais sur l'ensemble de la voûte céleste. Voilà. Donc, Alain Riazuelo a fait beaucoup de calculs extraordinairement, des images extraordinairement spectaculaires. Je vais simplement vous montrer, si ça marche, une animation. À nouveau, on part d'un paysage de l'hémisphère sud. Est-ce que ce serait possible d'éteindre quelques secondes les lumières, parce que c'est la partie la plus... voilà, on connaît une meilleure vue. Voilà. En astronomie, il faut toujours faire le noir, on voit mieux le ciel. Alors voilà, donc à nouveau, le magnifique paysage de l'hémisphère sud. Ici, un bout de la Voie lactée. La croix du Sud, alpha bêta du Centaure, grand nuage de Magellan, petit nuage de Magellan, les 2 petites galaxies satellites de la Voie lactée, Canop, Achernar, les étoiles brillantes, puis toutes ces étoiles-là, les étoiles réelles de l'hémisphère sud. Maintenant, on va faire passer un trou noir, comme ça, et on va calculer étape par étape le paysage. Et on peut s'attendre à ce que, lorsque le trou noir va passer exactement dans la ligne de visée du centre du grand nuage de Magellan, va se transformer en un croissant, en un anneau parfait. Alors, on va vérifier ce que ça marche.
Alors, avant que ça bouge, là, d'abord, première image statique, vous voyez autour du trou noir, vous retrouvez la totalité de la Voie lactée. Ici, vous en voyez un tout petit bout infinitésimal, et là, vous la voyez en entier. Et puis surtout, vous voyez de myriades de petits points lumineux. Ce sont en fait les répliques, les fantômes, les images démultipliées de toutes les étoiles brillantes de la voûte céleste. À peu près 2 à 3 000 étoiles de première, deuxième et troisième grandeur qui sont regroupées au voisinage du trou noir. Alors maintenant, en dynamique, ça donne ça. Voilà, donc le trou noir se déplace. À mesure qu'il se déplace, les images vont être de plus en plus distordues. Alors, on voit déjà ici une image secondaire du grand nuage de Magellan qui va apparaître ici. Là. Ici, vous avez le petit, et ici, vous avez le grand nuage de Magellan. Voilà, donc ça, c'est son image normale, mais qui va se distordre à mesure que le trou noir va se rapprocher de lui. Et ça, c'est déjà son image secondaire. Vous voyez? Alors, vous avez des mouvements d'étoiles qui sont évidemment totalement illusoires. Les étoiles ne bougent pas, c'est le trou noir qui donne l'impression que les étoiles bougent. Le grand nuage se déforme progressivement dans une forme de croissant. Vous voyez? Et puis là, je vais faire juste une pause. Voilà, là, on est dans la considération parfaite. Le trou noir est exactement devant le grand nuage de Magellan, qui, donc, son image s'éparpille selon un anneau parfait. Et donc, c'est bien l'anneau d'Einstein. Et donc, à l'intérieur de cet anneau d'Einstein, vous avez la duplication de toute la voûte céleste, quelques milliers d'étoiles, la Voie lactée tout entière, et ainsi de suite. Et on peut retrouver chaque étoile brillante, on trouve le correspondant. Ça, par exemple, ça, c'est l'image secondaire du petit nuage de Magellan qui est là, et ainsi de suite. Puis, le trou noir va continuer sa route, et puis, à nouveau, les images vont se scinder, vont donner à nouveau des croissants, et ainsi de suite. Voilà, donc un calcul parfaitement fidèle, ce n'est pas du tout ce qu'on appelle une vue d'artiste, que l'on voit souvent dans les animations de la NASA, etc. C'est réellement un calcul scientifique très précis, qui respecte également la variation de luminosité des étoiles, parce que dans certains cas de figure, vous voyez des amplifications de la lumière des étoiles. Ça veut dire que le mirage gravitationnel amplifie également la lumière. Non seulement ça démultiplie les images, mais ça amplifie la lumière. Et pour l'astronomie du futur, c'est drôlement intéressant, parce qu'on pense utiliser les mirages gravitationnels comme télescope gravitationnel. Et déjà, il y a certains mirages gravitationnels qui ont été observés, pas provoqués par des trous noirs, mais par des galaxies ou des amas de galaxies, qui ont permis de voir des quasars très lointains dont la lumière a été amplifiée par le mirage. S'il n'y avait pas eu le mirage, ces quasars auraient été trop faibles. Ils auraient échappé à notre instrument. Grâce au mirage, leur lumière a été amplifiée d'un facteur 10 ou 100, et on les voit. Donc on a des télescopes naturels qui sont les télescopes gravitationnels. On les utilisera peut-être dans le futur. Voilà. Il faut juste que j'arrête ça. Comment je vais faire? Voilà. Pour revenir à mon PowerPoint. Voilà. Alors on va aller un petit peu plus loin toujours avec ces trous noirs pour s'intéresser maintenant à ce qui se passe à l'intérieur. Les trous noirs, évidemment, donc, déforment ce qu'il y a autour, déforment le paysage d'arrière-plan, ils vont déformer ce qui se passe à l'intérieur. Bien. Alors revenons sur cette image un petit peu analogique, là, le tissu élastique distordu par un corps. Donc quand c'est un corps peu massif comme la Terre, la distorsion est faible. Quand on a un corps plus massif ou plus compact, la distorsion est plus grande. Et voilà. Alors ce ne sont pas des images uniquement analogiques, hein. On a des techniques mathématiques qui s'appellent les diagrammes de plongement qui permettent de calculer ce genre de profil en réduisant l'espace-temps à 2 dimensions et pour apprécier les propriétés de courbure. Donc ici, vous avez une étoile non effondrée. C'est-à-dire, ça c'est la zone occupée par l'étoile, et donc c'est une zone de courbure, et dès que vous vous éloignez de l'étoile, la gravitation devient faible, et donc l'espace redevient à peu près plat. Bon. Maintenant, l'énorme surprise, c'est quand vous calculez ce type de diagramme dit de plongement pour un astre effondré, et notamment ce qu'on appelle le trou noir de Schwarzschild. Le trou noir de Schwarzschild, c'est simplement un trou noir statique qui ne tourne pas, et dont la solution, l'équation, a été découverte dès 1917 par Karl Schwarzschild, que j'avais mentionné tout à l'heure. Vous obtenez ceci. C'est un diagramme tout à fait étonnant. Celui-là a été découvert d'abord en 1916 par Flamm, ça s'appelle le paraboloïde de Flamm. Il a été ensuite étudié par Einstein et Rosen, et avec surtout donc, la mise en évidence de cette structure très très étonnante. C'est-à-dire, au lieu d'avoir quelque chose, par exemple, vous pourriez penser ici que lorsque l'effondrement gravitationnel se poursuit, ça va faire un puits, puis ça va se boucher avec le fond d'un puits, qu'on appelle en fait une singularité. Et bien là, dans cette solution-là, le puits n'a pas de fond, au contraire, ce n'est pas un puits, c'est une connexion. Voilà.
Et cette connexion-là avait été appelée un pont par Einstein et Rosen. Et ce pont, c'était quoi? Ça reliait deux régions de l'espace et du temps. Le feuillet supérieur, vous avez le trou noir, et le feuillet inférieur, vous avez le symétrique d'un trou noir, qu'on peut appeler un trou blanc éventuellement, ou mieux une fontaine blanche. Ça veut dire qu'en fait, dans la partie supérieure, vous avez la matière et l'énergie qui tombent, et au lieu de rester piégé, ça transite à travers le pont d'Einstein-Rosen, et ça ressort sous la forme donc d'un jaillissement d'énergie qu'on peut appeler une fontaine blanche. Alors ça, ces premières solutions ont été étudiées dans les années 1930, sans penser que ça puisse avoir une réalisation naturelle. Et puis, la théorie s'est développée dans les années 60 grâce à John Wheeler et à quelques autres. Et John Wheeler a baptisé ces structures des trous de verre, les fameux wormholes, dont vous avez évidemment entendu parler et dont la science-fiction a fait grand usage. Pourquoi? Parce que d'abord, on s'est dit que au lieu d'avoir deux univers différents, des univers parallèles, c'est tout simplement le même. En fait, c'est le même univers. Et donc, quand on déplie les choses, en fait, dans le même univers, dans le même espace-temps, vous avez un trou noir, vous avez un trou blanc et une connexion, le trou de verre, qui vous permet de passer du trou noir au trou blanc, de ressortir ailleurs dans l'espace. Voilà. Alors, cela dit, dans ces diagrammes-là, il y a des distorsions énormes de l'espace et du temps. En fait, quelque chose qui respecterait mieux les distances, ce serait plutôt ce schéma-là. Pourquoi? Ça veut dire que pour aller du point A au point B, si vous empruntez le trajet normal hors trou noir, vous avez une grande distance à parcourir, tandis que si vous empruntez le trou de verre, vous avez un raccourci. Et les trous de verre, donc, théoriquement en tout cas, ferait office de raccourci pour voyager dans l'espace et le temps, à condition évidemment qu'on puisse les traverser sans danger. Et ça, c'est une autre paire de manches. Voilà. Parce que les trous de verre, quand on calcule après leurs propriétés, ils auraient spontanément tendance à se fermer dès qu'on rentre dedans. Sauf si, alors après les théoriciens ne se laissent arrêter par rien. Alors certains ont imaginé qu'on puisse injecter dans un trou de verre, à mesure qu'on rentre dedans, des formes d'énergie à pression négative qui stabiliseraient les parois du trou de verre et permettraient de passer à travers. Alors on est à la limite entre des calculs de relativité générale avec la physique de certains champs quantiques un petit peu bricolés à la main, et évidemment la science-fiction. Mais comme vous le savez, ces choses-là ont été largement utilisées par la science-fiction, dans le film Interstellar que vous avez vu, mais bien avant, les séries Stargate, les Portes des Étoiles, tout ça, c'était l'utilisation, pour voyager dans l'espace et dans le temps, l'utilisation des trous de verre. Voilà. Donc il faut bien voir que c'est une conséquence de la relativité générale, l'existence des trous de verre. Alors attention, c'est pas une conséquence observée et observable pour l'instant, donc ça ne veut pas dire que l'univers réalise réellement des trous de verre. En tout cas, ce sont les équations de la relativité générale qui suggèrent que des trous de verre pourraient exister. Et évidemment, ce serait parmi les réalisations les plus spectaculaires de la relativité générale, parce que sans ça, il faut bien se dire qu'on a peu de chances un jour de quitter vraiment les parages du système solaire en voyageant normalement, sans emprunter de raccourcis de l'espace-temps, parce que les distances qui nous séparent des astres lointains, ne parlons pas des galaxies extérieures, sont absolument inaccessibles au voyage, même à un voyage proche de la vitesse de la lumière. Seuls les trous de verre permettraient éventuellement d'explorer l'espace dans ces grandes largeurs. Bon, ça donc c'est tout le problème de l'effondrement gravitationnel qui n'est pas encore tout à fait résolu avec cette histoire donc, de trous de verre. Voilà. Donc je n'ai pas le temps de parler du statut observationnel des trous noirs, etc., mais on peut éventuellement en parler dans les questions si vous en avez. Je veux tout de suite aborder le deuxième problème majeur, qui est celui donc, de la théorie cosmologique. À partir du moment où vous avez une théorie donc, de l'espace-temps, on peut espérer l'appliquer à la description de l'univers dans son ensemble, cette fois-ci. Non plus seulement la forme de l'espace autour d'un objet comme le Soleil ou un trou noir, mais l'espace-temps dans son ensemble, c'est-à-dire donc, faire ce qu'on appelle de la cosmologie. Et la théorie cosmologique relativiste va aboutir, comme vous le savez, au modèle de Big Bang. Alors tout ça, ça se commence en 1917, c'est-à-dire Einstein dérive en fait à partir de ces équations le premier modèle cosmologique, donc dit relativiste. Il suppose en fait que la courbure moyenne de l'espace est positive, donc en fait que l'espace c'est ce qu'on appelle un objet géométrique fascinant qu'on appelle une hypersphère. L'hypersphère, c'est la généralisation tridimensionnelle de la sphère. Ça veut dire que c'est un espace qui est courbé, qui est fini. Tout comme la surface d'une sphère est finie, là c'est un volume qui est fini, mais qui n'a pas de bord. Voilà. Bien.
Donc ça n'avait pas de problème sur le plan de la géométrie, ça avait été étudié par Riemann. Et puis en fait, initialement, Einstein pense que l'univers est une hypersphère de rayon constant, c'est-à-dire que c'est une hypersphère statique qui n'évolue pas au cours du temps. Et il est bien embarrassé parce que quand il fait ce premier calcul, il s'aperçoit que le rayon de son hypersphère n'est pas stable, n'est pas statique. Pour le rendre statique, il est obligé de forcer ses équations, c'est-à-dire d'introduire un terme supplémentaire dans les équations qu'il avait initialement publiées en 1915, ce terme qu'il avait appelé la constante cosmologique. Donc, grosso modo, de façon simplifiée, les équations initiales, c'était ça, et il rajoute ce terme-là, avec le terme lambda qui s'appelle la constante cosmologique, pour forcer son modèle d'univers à ne pas changer au cours du temps. Bien. La même année, un autre brillant astrophysicien qui s'appelait Wilhelm de Sitter trouve une autre solution exacte des équations d'Einstein pour décrire également le cosmos dans son ensemble, toujours une sorte d'hypersphère courbure positive, mais là, il considère que l'univers est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière du tout, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de galaxies, etc., etc. Donc c'est un petit peu bizarre, mais à la place, il met aussi une constante cosmologique. Et je trouve que la constante cosmologique, c'est l'équivalent d'une énergie. Donc quelque part, cette énergie-là, ce n'est pas de la matière, mais ça va courber l'espace. Voilà. Et donc, il trouve une autre solution statique des équations de la relativité. Bon, les choses en sont là jusqu'à ce que, à partir des années 1920, on va avoir une révolution complète de la cosmologie où on va abandonner les modèles statiques pour passer aux modèles dynamiques qui vont donner naissance donc au fameux modèle de Big Bang. Alors je me suis beaucoup intéressé à cette histoire, à la genèse en fait des modèles de Big Bang à travers notamment plusieurs ouvrages, donc un reparu récemment, réactualisé récemment, l'invention du Big Bang. D'ailleurs donc l'affiche de la conférence avait été un petit peu calquée là-dessus. Voilà les vrais pères fondateurs de la théorie du Big Bang. C'est le russe Alexander Friedman, le belge Georges Lemaître, donc au milieu vous avez Einstein évidemment, et puis l'américain d'origine russe, Georges Gamow. Voilà. Alors l'idée, si vous voulez, quand vous appliquez la théorie d'Einstein à l'ensemble de l'univers, c'est qu'il y a une grosse simplification qui se crée. C'est qu'à partir du moment où on suppose, à juste titre d'ailleurs, que la distribution de matière et d'énergie dans l'univers, dans son ensemble, est à peu près homogène et isotrope, c'est-à-dire ne dépendant pas de la direction. Conséquence géométrique directe, c'est que la courbure de l'espace est constante. Donc soit c'est plus 1, c'est positif, on a une hypersphère, soit c'est 0, la limite, le cas euclidien, ou soit c'est négatif, on a l'équivalent d'un hyperboloïde. Bien. Mais la deuxième propriété, plus importante, c'est que ce n'est pas uniquement l'espace qui est courbé par la matière et l'énergie, c'est le temps aussi. On a un espace-temps. Et le temps est inclus est incorporé dans l'espace. Et donc l'effet que ça a sur le temps, c'est de produire en fait des solutions naturellement dynamiques. Voilà. C'est-à-dire que le tissu élastique de votre espace, là, il ne peut pas rester statique au cours du temps. Soit il se dilate, soit il se contracte. Donc par exemple, il peut se dilater. Voilà. Ou il peut se contracter. Et bref, donc ça engendre, ça va engendrer les modèles de Big Bang. Alors, en parallèle à ces théories qui sont publiées, que presque personne ne comprend, il y a des observations qui sont faites. Et comme vous le savez, il y a des observations qui sont faites aux États-Unis et qui montrent que les galaxies lointaines sont systématiquement décalées vers le rouge. Alors, non, ce n'est pas du tout un effet Einstein, c'est un effet complètement différent de l'effet Einstein dont je parlais au début. Ce n'est pas un champ gravitationnel qui décale ces galaxies vers le rouge. Mais alors, c'est quoi justement? Est-ce que c'est un mouvement réel? Est-ce que juste un effet Doppler qui décale les galaxies vers le rouge? Donc, question qui se pose là. Ici, je montre en fait deux diagrammes qui montrent ce qu'on appelle la fameuse loi de Hubble, qui montre en fait une relation d'à peu près proportionnalité entre le décalage vers le rouge, c'est-à-dire la vitesse apparente d'éloignement des galaxies, et leur distance. Voilà. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par Georges Lemaître en 1927, avec évidemment des données expérimentales pas très, très serrées. Donc il a fait juste passer une droite par la méthode des points de carré pour trouver la moyenne. Et puis ça, c'est des observations ultérieures, un peu plus fines, de Hubble et de ses collaborateurs. Donc en fait, cette relation entre la distance et le décalage spectral, ou les vitesses apparentes de fuite, est appelée aujourd'hui la loi de Hubble, et c'est l'une des bases de la cosmologie moderne. Bon, si j'ai mis Lemaître, c'est pour suggérer qu'on devrait l'appeler la loi de Lemaître-Hubble, parce que Lemaître l'a mise en évidence pour la première fois. Alors Lemaître est allé justement beaucoup plus loin que Hubble, c'est pour ça qu'on ne peut pas considérer que Hubble soit l'un des pères fondateurs du Big Bang, parce qu'en fait, il n'a jamais compris l'interprétation de ces observations en termes d'expansion de l'espace.
Parce que l'exploit de Lemaître, c'est d'interpréter les observations en termes de la dilatation du tissu élastique de l'espace. Lemaître dit, mais enfin, si on croit voir les galaxies s'éloigner de nous, c'est pas parce qu'elles bougent réellement, c'est parce que l'espace qui nous en sépare se dilate au cours du temps. Et pourquoi il se dilate au cours du temps? Eh bien parce que c'est une solution naturelle des équations de la relativité générale appliquées à la cosmologie. Donc il dit c'est l'univers qui est en expansion. Donc au cours du temps, à mesure que l'univers est en expansion, les séparations entre tous les objets, notamment les galaxies, augmentent au cours du temps. Et le deuxième exploit que fait Lemaître, c'est de remonter le film à l'envers, c'est de dire, mais alors dans le passé, ça veut dire que les objets se rapprochent, je vais extrapoler jusqu'à un moment où il y a un début de l'expansion de l'univers, c'est pas rejeté dans le passé infini, il y a un moment où l'univers, en tout cas tel que nous le concevons, a commencé, et cet univers-là, primitif, va s'appeler donc le Big Bang, une configuration initiale, donc extraordinairement concentrée. C'est pas un point, évidemment, mais une configuration extrêmement concentrée, qui va être donc le début de l'expansion de l'univers. Et puis donc, en combinant ces travaux avec les travaux du russe Friedmann, eh bien, donc on a aujourd'hui donc les modèles de la cosmologie s'appellent les modèles de Friedmann-Lemaître, qui grosso modo, la révolution temporelle, c'est ça. Alors ça dépend à la fois de la courbure de l'espace, selon qu'elle est positive, négative ou nulle, et puis ça dépend essentiellement de ce paramètre-là qu'on appelle le paramètre de densité, c'est-à-dire en fait la densité moyenne de matière et d'énergie qu'il y a dans l'univers. Voilà. Bon, si cette densité est suffisante ou s'il y a certaines composantes liées à la constante cosmologique ou à ce qu'on appelle l'énergie sombre sont importantes, on a des courbes rouges, c'est-à-dire des univers en expansion perpétuelle et qui s'accélèrent au cours du temps. Et dans certains cas assez particuliers, on peut avoir un univers en expansion-contraction qui a été populaire à une certaine époque, un univers qui commence dans un Big Bang, il se dilate et il se recontracte et il se termine éventuellement dans un Big Crunch. Certains ont imaginé que ça puisse rebondir et faire des sortes des cycles d'univers. Donc ça, c'est tous les modèles théoriques prédits. Après, maintenant, il faut faire des observations astronomiques pour savoir si notre univers se trouve dans telle ou telle configuration. Je retrace tout de même quelques étapes essentielles de l'élaboration des modèles de Big Bang. Je me suis beaucoup intéressé à cette histoire un peu complexe. Bon, vous voyez que Georges Lemaître intervient essentiellement là-dedans, puisque en 1931, une fois qu'il a calculé la plupart de ces solutions-là, il a l'intuition fulgurante qu'au début de l'univers, il y a une phase quantique à l'origine de tout cela. Donc il anticipe un petit peu de 50 ans sur les théories que l'on développe aujourd'hui, dites de gravitation quantique. Évidemment, à cette époque-là, la théorie quantique était en plein développement, elle était encore même embryonnaire. Donc voilà, c'était simplement l'intuition de Lemaître qui lui fait penser que la naissance de l'univers, ce n'était pas évidemment un point singulier, c'était un phénomène purement quantique et qui échappait encore évidemment à la science de l'époque. En 1933, il développe considérablement ce modèle. Donc, avant de s'appeler Big Bang, ça s'appelait l'atome primitif. Lemaître imaginait le début de l'univers, non pas, je répète, sous forme d'un point, ce qui est une absurdité évidemment, sous forme d'une sorte de gigantesque, une sorte d'atome, si vous voulez, mais gigantesque, à peu près de la taille du système solaire. Et puis les effets quantiques font que cet atome, quelque part, va se désintégrer d'une certaine façon et va donner lieu à toute la diversité des objets dans l'univers. Et notamment, il va calculer les conditions pour la formation des galaxies, parce que très tôt on se pose la question, mais alors comment ont pu se former les galaxies dans un univers en expansion ? Il faut bien voir que la formation des galaxies, c'est un phénomène de contraction, d'attraction gravitationnelle. Donc ça va à l'encontre du phénomène naturel de l'espace qui est en expansion. L'espace en expansion a tendance à séparer la matière. Donc il faut arriver dans un modèle d'espace en expansion qui a dans certaines zones à rassembler la matière suffisamment pour qu'elle arrive à former des étoiles des galaxies. C'est un problème très complexe auquel Lemaître a été le premier à s'atteler. Et puis, un travail peu connu, mais absolument révolutionnaire, en 1934, où, en fait, il fait, pour la première fois, le lien entre la fameuse constante cosmologique qu'Einstein avait introduite au début pour de mauvaises raisons, et ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie du vide, qui est en fait d'origine quantique. Et puis une étape ultérieure, c'est le modèle qu'on appelle le Big Bang chaud,
c'est-à-dire mettre dans la thermodynamique, dans l'univers très primitif, toutes les propriétés thermodynamiques de l'univers. Ça permet donc à Gamow et à ses collaborateurs, Alfer et Hermann, de premièrement calculer ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire en fait de calculer la formation des premiers éléments légers dans l'univers, l'hydrogène, l'hélium, le lithium et leurs isotopes, avec des proportions calculables et vérifiables par l'observation. Donc l'origine des premiers éléments légers, c'est le Big Bang, à peu près 3 minutes après, si on met le temps zéro au Big Bang. Après, vous savez que tous les autres éléments à partir du carbone sont formés ultérieurement dans les étoiles. Voilà, donc on a une double nucléosynthèse. On a une nucléosynthèse stellaire, l'essentiel des atomes dont nous sommes formés, à l'exception des éléments les plus légers qui, eux, ont été formés dans le Big Bang. Et puis également la prédiction, un truc absolument fondamental après pour la suite, la prédiction d'un rayonnement de fond, le vestige résiduel de cet univers chaud primitif, qui va rester aujourd'hui encore sous une forme résiduelle, avec une certaine température de fond de ciel qui avait été calculée de l'ordre de 5 degrés Kelvin, c'est-à-dire au-dessus de zéro absolu de température, comme vous le savez, est à moins 273 degrés Celsius. Voilà. Et donc tout ça a abouti à ce qu'on peut appeler le modèle standard du Big Bang, sur lequel je vais rapidement résumer. Donc le modèle standard du Big Bang, c'est ça. À partir évidemment de cette configuration initiale encore mal comprise, il faut une nouvelle physique pour élucider ce point d'interrogation. Vous avez donc la formation progressive de structures astronomiques à mesure que l'univers se refroidit et se dilate. Le modèle standard du Big Bang prédit qu'à peu près pendant les 380 000 premières années de l'univers est opaque, c'est-à-dire la lumière reste piégée dans le plasma primordial. Après, il devient transparent, heureusement pour l'astronomie. On peut faire de l'astronomie uniquement dans cette période-là. Évidemment, la transition, c'est l'origine de la lumière. Et le modèle prédisait précisément que cette origine de la lumière, cette transition, devait s'observer encore aujourd'hui, je le répète, par un rayonnement résiduel qu'on appelle donc le rayonnement fossile qui a été effectivement découvert en 1965, et ça a sonné le glas des théories alternatives qui avaient été développées par des gens qui n'acceptaient pas l'idée du Big Bang, et ça a été le début d'un très large consensus qui s'est formé autour de cette idée générale donc de l'univers formé à partir d'une configuration initiale extrêmement chaude et extrêmement dense. Voilà. Alors il y a une mine d'informations extraordinaires qui peut être tirée de l'observation très détaillée de ce rayonnement fossile. Je vous montre ici deux cartes qui sont devenues très connues, enfin en tout cas dans notre milieu. Ça montre donc la distribution de ce rayonnement sur toute la voûte céleste, aplatie dans une carte, un planisphère céleste à 2 dimensions, en fausse couleur parce que le rayonnement il est dans le domaine radio, plus précisément les micro-ondes, donc on a codé par des fausses couleurs les légères variations d'intensité de ce rayonnement, on appelle ça les anisotropies du rayonnement fossile, c'est-à-dire le fait que l'intensité dépend légèrement de la direction. Voilà. On voit en quelque sorte les grumeaux de l'univers très jeune. Voilà. Et donc, ça, c'est la carte obtenue en 2003 par un télescope de la NASA et la carte obtenue en 2013 par un télescope européen. C'est la même, mais avec une finesse évidemment plus importante. On voit une meilleure résolution de la carte. Et quand on fait une analyse complexe de cette carte, notamment ce qu'on peut appeler les harmoniques cosmiques, c'est-à-dire, en fait, on peut décomposer les éléments de cette carte-là en modes vibratoires fondamentaux, voyez, avec un certain nombre d'harmoniques, et chaque harmonique nous apprend quelque chose sur les propriétés de l'univers. Ce qui fait que depuis une dizaine d'années que nous avons ces cartes-là, nous sommes enfin rentrés dans une ère de cosmologie expérimentale, avec une précision suffisante pour commencer à trier entre les modèles, ce qui n'a pas été le cas pendant 80 ans. C'est pour ça que pendant 80 ans, à partir du moment où les modèles de Friedmann-Element ont été proposés, il y a eu d'immenses débats dans la communauté parce qu'il n'y avait aucune observation astronomique capable de distinguer entre les modèles. Maintenant, on a ces observations-là. Alors, par exemple, l'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années. La composition de l'univers, alors ça c'est plus intéressant, vous pourriez penser que l'univers il est rempli uniquement de matière ordinaire, de matière atomique, donc des étoiles, les planètes, les galaxies, etc. Eh bien en fait, les données nous disent que l'ensemble de toute la matière lumineuse dans l'univers, étoiles, galaxies, gaz, etc., ne représente que 0,5%. Cette tranche infinitésimale là, du grand camembert cosmique. Alors le reste, c'est quoi ? Il y a par exemple de la lumière à l'état pur, par exemple le rayonnement fossile. La contribution est absolument négligeable. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Ben, il y a des neutrinos, il y a beaucoup de neutrinos. Il y a à peu près autant de neutrinos que l'ensemble de toutes les étoiles et les galaxies. On pense qu'il y a 1000 milliards de galaxies dans l'univers visible, ben, il y a autant de neutrinos, si vous voulez. Bon. Mais malgré tout, ça ne fait que 0,5%. Alors le reste, c'est quoi? Matière sombre. Alors il y a une partie de la matière sombre qui est faite d'atomes, comme nous, comme les étoiles. Donc ça s'appelle la matière sombre atomique. Et différents arguments que je n'ai pas le temps de développer nous disent que cette matière noire ordinaire atomique ne peut pas dépasser 4% du total. Bon, il manque encore l'essentiel. Ça veut dire que dans la matière noire non atomique, faite de particules élémentaires qui ne sont pas les protons et les neutrons et les électrons qui constituent les atomes. Et cette forme de matière, on en a des idées. Par exemple, dans les accélérateurs de particules, on en fabrique artificiellement. On peut dire que le Big Bang a été une sorte d'accélérateur de particules naturel qui a pu fabriquer un grand nombre de ces particules massives. Et on estime aujourd'hui qu'elles pourraient représenter 27% du total. Et il manque encore l'essentiel, les 2 tiers. On appelle ça l'énergie sombre ou l'énergie noire, 68% de l'ensemble de l'énergie de l'univers aujourd'hui, parce que ces proportions varient au cours de l'histoire, ça c'est aujourd'hui, c'est représenté par cette forme d'énergie dématérialisée, c'est plus des objets, c'est une forme d'énergie à l'état pur, dont il reste à expliquer l'origine. Alors précisément l'énergie sombre pose l'un des problèmes les plus fascinants de la cosmologie d'aujourd'hui, quelle est la vraie nature? Elle est là apparemment parce qu'elle semble être responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Aujourd'hui, on observe que l'expansion de l'univers est en train de s'accélérer. Donc on aurait tendance à privilégier la courbe numéro 3, là, parmi les courbes que j'avais montrées à un certain moment, une courbe à expansion perpétuelle accélérée. Voilà. Mais ça, ce serait le cas. Et de fait, des observations astronomiques montrent qu'effectivement, aujourd'hui, la vitesse d'expansion de l'espace est plus grande que celle qui a été mesurée dans le passé il y a quelques milliards d'années. Voilà. Mais maintenant, selon la vraie nature physique de l'énergie sombre, selon que c'est l'énergie du vide, comme l'avait suggéré Georges Lemaître, c'est-à-dire une constance cosmologique, ou des champs de force inconnus, on peut avoir encore des destins de l'univers complètement différents, donc ça reste une question largement ouverte. Bon, évidemment, il y a beaucoup de problèmes non résolus dans la cosmologie relativiste. Je vois que j'ai déjà un petit peu débordé mon temps de parole. Vous m'accordez combien pour aller un petit peu au-delà de la relativité générale? Combien m'accordez-vous? 10 minutes? Ça irait? Ça va? Bon, 10 minutes. Bon, alors à toute allure. Ce qui est intéressant, on parle de la relativité générale, de ses succès. Maintenant, toute théorie a ses limites, aussi belle soit-elle, et donc pour résoudre quelques points noirs, il faut aller au-delà. Et nous en sommes là aujourd'hui, aller au-delà de la relativité générale. Alors, la relativité générale nous permet donc de parler des phénomènes de courbure forte, voisinage de trous noirs, courbure moyennée au niveau de l'espace. Maintenant, la relativité générale est incomplète. Pourquoi? Parce qu'à très grande échelle, elle ne dit rien sur ce qu'on appelle la topologie, c'est-à-dire à la forme globale de l'univers. Donc il y a une nouvelle discipline à laquelle j'ai beaucoup contribué, qui s'appelle la topologie cosmique, qui rajoute des hypothèses à la relativité générale pour décrire la forme possible de l'univers. Et maintenant, elle est incomplète dans l'autre sens, c'est-à-dire à très très petite échelle, lorsqu'il faudrait faire intervenir des phénomènes de physique quantique, décrire la structure infinitésimale de l'espace et du temps, où vraisemblablement on a à la fois de la courbure et de la topologie, mais de façon probabiliste et fluctuante, et on rentre dans le domaine extrêmement complexe des théories dites de gravitation quantique. Alors pourquoi? Alors un petit mot sur chacune d'elles. Donc les relations entre la relativité générale et la topologie. Je vous disais que les équations de la relativité générale, qui donnent des solutions de ce type-là, sont des solutions locales, qui décrivent localement la forme de l'espace. Et l'un des premiers à avoir montré que ça, ce qu'on appelle une métrique, c'est une sorte de théorème de Pythagore généralisé, la métrique de l'espace-temps ne détermine pas ses propriétés globales. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que l'espace est infini ou pas? C'est quand même une question cosmologique absolument fondamentale. La métrique ne dit rien là-dessus. Voilà. Et c'est Friedman qui est l'un des premiers à avoir noté ça. Après, il n'avait pas les outils mathématiques pour aller plus loin. Donc bref, il y a tout un courant qui s'est développé un peu parallèle à la cosmologie, qui s'appelle la topologie cosmique, qui s'est développée surtout à partir des années 90, donc j'y ai pas mal contribué, qui introduisent dans la relativité générale des hypothèses supplémentaires de pure géométrie, venant donc de formes possibles de l'espace, venant de la classification topologique. Donc, quand on se pose la question quelle est la taille et la forme de l'univers, alors l'univers observable, il est forcément limité par un horizon cosmologique au-delà duquel on ne peut pas le voir. Ce qui nous intéresse, c'est le vrai univers. Est-ce qu'il est infini? Alors beaucoup de gens pensent qu'il est infini. Possible, mais on ne saura jamais. Alors, il y a d'autres solutions. Les solutions d'un univers fini, qui n'a pas de bord. Alors, dans un certain cas, il peut être plus grand.
Mais moi, j'ai étudié un cas un peu spécial dans lequel l'univers, le vrai univers, peut être carrément plus petit que l'univers observé. Ça veut dire que cette fois-ci, il y aura un mirage, mais pas du tout de nature gravitationnelle, un mirage topologique. Ce mirage, il avait déjà été imaginé par Alexander Friedman. Grosso modo, on peut dire que cet effet de mirage topologique, c'est ça. Vous avez une feuille de papier avec deux objets, nous et une galaxie. Donc il y a un seul rayon lumineux qui nous parvient. Dès que vous commencez à enrouler votre feuille de papier pour supprimer les bords, par exemple vous faites un cylindre, ben vous démultipliez déjà les trajets des rayons lumineux. Et si vous connectez les deux bouts de cylindre, vous faites ce qu'on appelle un toroplat, un peu la surface d'une chambre à air. Et entre les deux objets, vous avez une infinité de droites, de géodésiques, qui sont autant de trajets possibles pour les rayons lumineux. Donc sur le plan de l'observateur, ça va donner ça. L'espace réel, c'est ça. Et l'espace observé, ben, il est tissé par une multiplication d'images, un véritable mirage qui va nous faire croire que l'univers est plus grand que ce qu'il est en réalité. Et donc, à l'intérieur de la partie observable de l'univers, on peut avoir des images qui sont des images multiples, des images fantômes. On a développé, je n'ai pas le temps de vous montrer l'animation, avec un de mes collaborateurs qui s'appelle Jeff Weeks, des visualisations de ces espaces aux formes bizarres qui créent des illusions d'optique extraordinaires. J'ai appelé ça l'univers chiffonné dans un de mes livres de vulgarisation. Et en 2003, nous avons proposé, à la suite d'observations particulières du rayonnement fossile, un modèle spécifique d'univers chiffonné qui s'appelle l'espace dodécaédrique de Poincaré. Imaginez-vous à l'intérieur de cette structure-là. Donc là, on est un petit peu au-delà de la relativité générale, c'est-à-dire on a juste rajouté des hypothèses sur la forme de l'espace à un moment donné. Tout le reste est absolument compatible avec les équations de la relativité générale et avec les modèles de Big Bang. Donc ces modèles d'univers chiffonné décrivent la forme de l'espace à un moment donné, mais qui obéit à toutes les lois du Big Bang. Avec les échelles de temps, la répartition matière et énergie, l'expansion perpétuelle accélérée, etc. etc. C'est juste la forme de l'espace à un moment donné qui nous plonge dans un mirage. Alors dans l'espace dodécaédrique de Poincaré, imaginez l'intérieur de ce volume-là qui ne peut pas avoir de bord parce que l'espace ne peut pas avoir de bord. Ça veut dire qu'en fait, si vous essayez de sortir, ben, vous ne pouvez pas, comme dans un jeu vidéo, et automatiquement, vous êtes de l'autre côté. Voilà, vous ne pouvez pas sortir de cet espace-là parce que simplement, il n'y a pas en dehors de l'espace, il n'y a pas de bord. Et on montre que ça crée cette illusion d'optique et on montre que les modes vibratoires de cet espace-là s'accordent assez bien avec ce qui est observé. Donc, on avait publié cet article dans la revue Nature sur la forme possible de l'espace. Bon. Pour finir, l'autre grand problème qui est beaucoup plus étudié aujourd'hui encore par beaucoup plus de chercheurs, c'est la relativité générale et la physique quantique. Ce sont les deux piliers de base, évidemment, de la physique moderne. Bon, ici, ben, ça, j'en ai parlé. Ça, c'est le développement, quelques pères fondateurs de la physique quantique, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac et Louis de Broglie, par exemple, avec la fameuse équation de Schrödinger. On décrit deux mondes différents. Le monde de l'espace-temps de la gravitation, plutôt à grande échelle, avec la relativité. Le monde dit de l'infiniment petit, entre guillemets, en tout cas les particules élémentaires, la structure des atomes, avec la physique quantique. On a deux théories somptueuses, magnifiques, qui marchent extraordinairement bien dans leurs domaines respectifs. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a des cas de figure où il faudrait les mettre ensemble, il faudrait les marier. Le fond des trous noirs, le Big Bang. Et là, il y a un problème, parce qu'on a deux conceptions du monde qui sont évidemment chacune incomplètes, évidemment, comme toute théorie. Le problème, elles obéissent, on ne peut pas les marier si simplement que ça, parce qu'elles se formulent dans des cadres mathématiques qui sont différents. Et puis donc, l'espace-temps, c'est-à-dire la gravitation, n'est pas quantifié de la même façon que la matière en physique quantique. Et les gravitations semblent jouer un rôle à part par rapport aux autres champs de force, électromagnétisme, interaction nucléaire forte et faible. Alors, je devais prendre une analogie visuelle, picturale, parce que j'aime bien l'histoire de l'art, c'est comme ça. Le monde de la relativité générale, ce serait celui-là. Le monde de Salvador Dali, un paysage relativement lisse, mais élastique et souple, les fameuses montres-molles, etc. Maintenant, une sorte de continuité du paysage. Le monde de la physique quantique, ce serait le monde pointilliste de Seurat. Voilà. Bon, c'est une pure analogie, mais enfin bon. Il faut arriver à mêler ces styles complètement différents, ce qui n'empêche pas d'apprécier indépendamment ces deux chefs-d'œuvre. Et relativité générale et physique quantique sont des véritables chefs-d'œuvre également de l'esprit humain. Bien, alors vous avez tous entendu parler de l'unification des interactions fondamentales. On pense qu'aujourd'hui, dans notre univers à basse énergie relativement froid, il y a 4 interactions fondamentales qui gouvernent tous les phénomènes de la physique connue. Mais on pense que c'est peut-être 4 reflets en fait, d'une interaction unique qui a très très haute énergie, donc serait unique et qui au cours du refroidissement de l'univers se scinderait en plusieurs. Entendu quelque chose ?
Bon, voilà. En plusieurs forces. Alors, ce schéma-là, qui est un schéma, un souhait théorique, vous savez sans doute que l'un des espoirs, c'est de reconstituer ça expérimentalement dans les accélérateurs de particules. Et donc, vous savez sans doute que les expériences du CERN ont permis de vérifier la première étape en remontant en énergie, en recréant quelque part artificiellement les conditions de l'univers primitif, en montant donc en énergie, on a recréé les conditions de la première unification entre l'électromagnétisme et l'interaction faible, avec la découverte donc d'abord de ce qu'on appelle les bosons W et Z, et puis cerise sur le gâteau, le fameux boson de Higgs de l'année dernière, ou d'il y a 2 ans. Je ne me rappelle plus parce que ça va très vite tout ça. Et puis au-delà, alors si on veut poursuivre l'unification, on reste dans des modèles purement théoriques parce qu'on n'a pour l'instant pas les moyens de pousser expérimentalement beaucoup plus loin en énergie. Et ces modèles théoriques prédisent une unification éventuellement complète de tout cela. Donc dans cette zone-là, on est dans ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, qui éventuellement, selon certains espoirs, peut être étudié en poussant un petit peu les expériences du CERN. Vous savez que le CERN est rentré en activité et va multiplier son énergie par 10 si tout marche bien au mois de juillet. Et puis remonter là-haut, on ne le fera certainement pas expérimentalement, c'est sûr. On arrive vraiment aux limites de la physique pour les théories de gravitation quantique. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par là rapidement, parce que je déborde affreusement. Le modèle standard de la classification des particules dit que finalement il y a 2 types de particules. Des fermions, qui sont les constitutions dans la matière, et des bosons, qui véhiculent les interactions. Les interactions. Donc on pourrait se satisfaire finalement d'un nombre relativement réduit de particules élémentaires qui semblent expliquer l'ensemble de tous les phénomènes connus. Alors c'est justement l'un des buts, comme vous le savez, donc des expériences du CERN et du LHC, que d'avoir mis en évidence notamment cette particule-là, le boson de Higgs-Englert. Voilà. Mais la question c'est au-delà. Qu'est-ce qui se passe au-delà ? Eh bien, au-delà, justement, il faut faire des nouvelles théories. Et grosso modo, vous avez 2 grandes voies possibles. L'une des voies consiste à plutôt faire confiance à la théorie quantique des champs, c'est-à-dire on va réduire en fait la géométrie à des champs de force, à la matière. C'est les théories des cordes ou les théories des brane. Et l'autre voie, c'est une voie qui est plus dans la philosophie d'Einstein, tout réduire au contraire de la géométrie, y compris la matière. Ça va être voilà. Et ça s'appelle la gravitation quantique à boucle. Alors ces 2 champs se développent. Bon, finalement, je n'ai pas le temps de vous parler de tout ça. Voici quand même un petit mot, parce que je veux dire, c'est l'une des choses. Ça vous évitera de me poser la question. Hein, voilà. Une extension possible du modèle standard, c'est justement en fait d'unifier, de simplifier le tableau et de dire qu'en fait les fermions et les bosons, ils sont reliés mathématiquement par un truc mathématique qui s'appelle la supersymétrie. Voilà. Et la supersymétrie, donc, simplifierait d'une certaine façon le paysage, en tout cas dans son formalisme géométrique, et supprimerait un petit peu la distinction entre les fermions et les bosons. Alors le problème de la supersymétrie, c'est que ça engendre un grand nombre de particules supersymétriques qui n'ont pas encore été détectées. Donc au lieu de réduire le nombre de particules élémentaires, ça multiplie par 2. Bon. Cela dit, il y en a qui trouvent que c'est plus élégant. Et d'autre part, il y en a qui disent, voilà, on a des candidats naturels pour expliquer la matière noire bizarre, la matière noire non atomique dont je vous parlais, qui est censée représenter 27% de la matière noire dans l'univers. Voilà. Alors dites-vous bien qu'aujourd'hui, l'espoir essentiel de quelques physiciens du CERN qui croient à cette théorie de la supersymétrie, c'est ça. C'est que quand on va pousser l'énergie du LHC à 13 TeV, les théories là prédisent qu'on pourrait mettre en évidence les plus légères particules supersymétriques. Et donc ce serait un début de confirmation expérimentale et la voie ouverte à développer ces théories supersymétriques. Et il faut bien voir que les supersymétries débouchent sur la théorie des cordes. Voilà. Et la théorie des cordes, c'est une théorie assez fascinante qui suggère que les particules élémentaires, c'est plus des petites billes, c'est des cordes, c'est-à-dire des bouts d'espace unidimensionnels qui vibrent avec des modes vibratoires. Donc vous avez plus que 2 types de particules, les cordes ouvertes et les cordes fermées.
Cordes ouvertes, extrémités libres, cordes fermées, ce sont des boucles qui vibrent. Et c'est la façon dont vibre la corde qui va dire que tantôt c'est un photon, tantôt c'est un proton, tantôt c'est un neutron, un neutrino, enfin tout ça. Toutes les particules élémentaires se réduisent à ces deux familles et à des modes vibratoires. Donc c'est très élégant, c'est très séduisant comme théorie. L'un des problèmes, c'est qu'il y a des prix à payer. Pour que la théorie marche, il faut rajouter des dimensions supplémentaires à l'espace. On ne peut plus se contenter de 3 dimensions d'espace. Il en faut au moins 7 de plus. Bon, c'est un prix à payer, mais c'est intéressant sur le plan mathématique. Il y a un deuxième prix à payer, c'est qu'il n'y a pas une théorie des cordes, il y en a 10 puissance 500. Et donc, c'est un peu compliqué, en fait, de trier expérimentalement. Donc, il y a beaucoup de débats. Depuis 30 ans, il y a des milliers de jeunes brillants chercheurs qui ont travaillé sur la théorie des cordes. Et on se demande finalement si un jour ça va aboutir. Je vous donne juste un exemple de la complexité là. Simplement, vous rajoutez 2 dimensions. Au lieu d'en rajouter 7, vous en rajoutez 2. Eh bien, la topologie, c'est-à-dire la forme des dimensions que vous rajoutez, selon que vous rajoutez 2 dimensions compactes sous forme d'une sphère ou 2 dimensions compactifiées sous la forme d'une chambre à air, ben vous obtenez des modèles d'univers complètement différents. Voilà. Eh bien, vous imaginez, en rajoutant 7 dimensions et toutes les combinaisons, vous avez 10 puissance 500 façons. 500 choses. Voilà. Et donc, les 7 dimensions, ça s'appelle les espaces de Calabi-Yau, qui peuvent avoir des topologies, un nombre de topologies quasiment infini. Et je vous dis, chaque topologie de ces espaces-là engendre des modèles d'univers complètement différents que peut-être on ne pourra jamais trier. Donc, il est grand temps que je m'arrête, mais simplement en mentionnant l'autre approche, qui est beaucoup développée, qui arrive enfin à se développer, parce que la théorie des cordes, pendant 30 ans, a mis une chape de plomb sur la physique théorique. Il était quasiment impossible de faire autre chose que la théorie des cordes dans le monde de la physique théorique. Heureusement, il y en a qui ont tenu bon, et notamment au Centre de physique théorique de Marseille, où je travaille aussi en partie. Il y a des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle la gravité quantique à boucle, qui va oublier toutes ces histoires de dimensions supplémentaires, de cordes vibrantes, aussi élégantes que ce soit. On va dire simplement que l'espace à très petite échelle et le temps sont quantifiés. Si on veut quantifier la gravitation, mais la gravitation chez Einstein, c'est la géométrie. La géométrie, c'est l'espace et le temps. Donc quantifier l'espace, ça veut dire imaginer qu'il y a des entités spatiales incompressibles qui sont des atomes, l'équivalent des d'atomes d'espace et des atomes de temps. Voilà. Et donc on discrétise, on n'a plus de forme continue. Donc c'est plus le tableau de Salvador Dali, c'est plutôt du côté de Seurat, mais c'est en fait une combinaison des deux. Vous voyez ? Donc on a des atomes d'espace et on a des atomes de temps. Et tous les phénomènes physiques, c'est l'équivalent des interactions, des relations entre les atomes voisins. Donc c'est comme si vous avez une sorte de réseau discret, interconnecté. Et l'image que j'ai mise à droite, qui pourrait être une visualisation d'une certaine façon de la théorie quantique à boucle, figurez-vous que ça vient de la biologie. Parce que c'est l'image du réseau de neurones. Et ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, on commence à utiliser des formalismes mathématiques communs, notamment des formules qui ont été développées par Roger Penrose, qu'on appelle les réseaux de spin, pour décrire aussi bien la structure extraordinairement complexe de notre réseau de neurones et les interactions entre les neurones, les équivalents des atomes d'espace, et puis donc peut-être la structure infinitésimale de l'espace. Et le but de ces nouvelles théories, c'est évidemment de répondre éventuellement au point noir qui n'était pas expliqué par la relativité générale classique. Donc c'est pour ça qu'on va au-delà de la relativité générale. Et l'une des réponses que cela donne notamment, c'est la disparition des singularités. C'est-à-dire le Big Bang n'est plus, comme on pouvait s'y attendre, n'est pas un point singulier de densité infinie, de courbure infinie, dont l'univers naît par magie, ce n'est qu'en fait qu'une transition entre 2 phases d'un univers, par exemple l'univers antérieur au Big Bang, qui a pu s'effondrer, mais au lieu de disparaître dans un Big Crunch et une singularité, passe par une phase de rebond. La gravité quantique prédit qu'à une certaine échelle, la gravité devient répulsive, ça rebondit au lieu de s'effondrer, et ça donne lieu au cycle d'univers actuel. Voilà, donc c'est extraordinairement simplifié, mais vous voyez un petit peu les pistes qui se dégagent de toutes ces tentatives donc d'aller au-delà de la relativité générale et qui en fait répondent partiellement au vœu principal d'Einstein, parce que je ne l'ai pas dit, mais vous savez sans doute qu'à partir des années 1920-1930, Albert Einstein s'est essentiellement consacré aux théories d'unification, mais sans succès, parce qu'en fait il n'avait pas, à cette époque-là, on n'avait ni les outils mathématiques, ni les outils expérimentaux pour aller au-delà. On ne connaissait même pas les interactions nucléaires fortes et faibles. Donc Einstein avait échoué dans cette quête-là, mais d'autres ont pris le relais et on en est aujourd'hui donc à ces différentes investigations possibles sur les mystères ultimes de l'espace et du temps. Voilà.
Donc, en présentation, on m'a fait la gentillesse de mentionner que j'avais beaucoup écrit d'ouvrages, donc en particulier les ouvrages consacrés à ces problématiques-là récentes. Je vous les mets là. Et je vous remercie d'avoir été aussi patient. Merci infiniment à Jean-Pierre Luminet pour avoir apporté ses lumières sur la compréhension des trous noirs et de la matière sombre, qui en ont bien besoin, comme leur nom l'indique, et de nous avoir promenés par sa faconde à travers cette histoire des 100 dernières années et de l'évolution de notre compréhension de l'univers. Même si la conférence a duré un petit peu plus longtemps, le public semblant très passionné et intéressé, on peut prendre du temps pour répondre aux questions du public. Il y aura des micros qui vont circuler, donc levez simplement la main et puis parlez dans le micro. Il y a déjà personne. Donne-lui un micro déjà. Ici. Pour finir, étant donné leur immense densité d'énergie gravito quantique, comment font les trous noirs pour ne pas exploser? Et si notre trou noir du centre de la galaxie le faisait, ce serait catastrophique pour nous, malgré qu'on soit à 26 000 années-lumière. Puis d'autre part, étant donné que les neutrinos s'échappent avant qu'apparaissent visuellement les supernovae, utilisent donc ce phénomène pour localiser la direction des supernovae qui sera utile aux astronomes. Donc il y a trois questions assez différentes. Tout d'abord la dernière sur les neutrinos. Les neutrinos, de fait, se déplacent plus vite que la lumière, ce qui semble absurde en relativité générale, parce que la lumière, c'est la vitesse absolue uniquement dans le vide. La lumière, c'est la vitesse maximum dans le vide. Mais dès que la lumière est dans un milieu, elle interagit avec le milieu. Or, les neutrinos, je n'ai pas parlé, ils auront la propriété d'ignorer quasiment les interactions avec la matière. Donc, en pratique, les neutrinos vont plus vite que la lumière dès lors qu'il y a de la matière à traverser. Donc, par exemple, les neutrinos qui sortent du centre du Soleil nous parviennent au bout de quelques minutes seulement, alors que la lumière qui nous parvient du centre du Soleil, elle met à peu près 10 millions d'années pour traverser les couches du Soleil, puis arriver à la Terre. Voilà, donc, alors pareil, quand une supernova explose, les neutrinos arrivent quelques secondes, et ça a été vérifié lors de supernova récentes, les neutrinos arrivent quelques heures avant les rayons lumineux. Donc il y a une astronomie des neutrinos qui est en train de se développer, qui est extrêmement prometteuse, parce qu'effectivement, ça permet effectivement de calibrer, de voir des événements et de repérer éventuellement des événements là où la lumière ne le permet pas forcément. Les premières questions portaient sur les trous noirs. Pourquoi les trous noirs n'explosent pas? Alors, je n'ai pas eu le temps de le dire, puisqu'il faudrait faire une conférence entièrement consacrée aux trous noirs, mais des investigations théoriques menées notamment par Stephen Hawking et par d'autres ont suggéré que les trous noirs normaux, astrophysiques, etc., ils ne peuvent pas exploser. L'effet de la gravité fait que plus ils sont là, ils vont absorber de la matière, ils vont grossir et ils vont devenir de plus en plus gros. Mais dès que vous rajoutez des phénomènes d'origine quantique, de physique quantique, vous apercevez que les propriétés de trous noirs peuvent changer. Et donc, il y a une théorie qui a été développée, la théorie des micro-trous noirs. Alors, les micro-trous noirs, ce seraient des trous noirs microscopiques. Ils seraient aussi petits que des particules élémentaires, avec des masses énormes tout de même, mais donc soumis également à des phénomènes quantiques. Et la surprise qui a été donc obtenue sur le papier, j'entends, ça n'a jamais été observé, mais au moins c'est par des calculs sur le papier, dans les années 70, que de s'apercevoir que les micro-trous noirs, au lieu d'être stables ou de grossir, au contraire, ils sont instables et ils vont exploser. Donc la fin des micro-trous noirs, c'est d'exploser. Et alors la théorie disait que, mais alors les micro-trous noirs, on ne va pas les former aujourd'hui, parce que pour aujourd'hui, former des trous noirs, il faut des grosses étoiles qui s'effondrent, etc. Pour former des mini-trous noirs, il faut se reporter au moment du Big Bang, lorsque dans le plasma chaud primitif, il y avait une pression extérieure très grande, et on peut imaginer que des petits grumeaux se sont condensés en micro-trous noirs. Si ces micro-trous noirs se sont formés il y a 14 milliards d'années, c'est à peu près l'âge du Big Bang, on peut calculer que certains trous noirs sont en train de s'évaporer aujourd'hui. Quels sont les trous noirs qui s'évaporent aujourd'hui au bout de 14 milliards d'années sous forme d'explosion? Ce sont des trous noirs qui initialement avaient à peu près la masse d'un petit astéroïde, 10 puissance 15 grammes et la taille d'un proton. Donc on a cherché ces explosions de mini-trous noirs, on ne les a pas trouvés. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut dire qu'ils sont rares, et donc il y a une limite, une contrainte sur la densité de mini-trous noirs par année-lumière au cube. Voilà. Donc
je réponds de fait à la deuxième question. Il n'y a donc aucun risque, évidemment, qu'un très gros trou noir, par exemple ceux qui sont au centre d'une galaxie, puisse exploser en quoi que ce soit. En revanche, évidemment, ces gros trous noirs, comme je l'ai suggéré à un moment, sont capables de briser des étoiles qui passent dans les parages, etc. Et c'est quand même capable de produire des phénomènes très énergétiques. D'ailleurs, les phénomènes les plus énergétiques, les objets les plus énergétiques de l'univers s'appellent des quasars, que les astronomes connaissent bien. Les quasars, ce sont des noyaux de galaxies dans lesquels il y a un trou noir géant qui absorbe chaque année de grandes quantités de matière, du gaz, des étoiles, etc. Et avant de tomber, la matière rayonne et émet une énergie sortante extraordinaire. Donc un quasar, c'est un objet qui est à peu près pas plus grand que notre système solaire et qui rayonne comme 1 million de fois la galaxie tout entière. Oui, ce sont des moteurs à énergie extraordinaires et ce sont les trous noirs qui sont à l'origine de ces moteurs-là. Mais je répète, en fait, l'effet des trous noirs sur leur environnement est relativement limité dans les parages du trou noir. Imaginons par exemple qu'une étoile soit avalée par le trou noir au centre de notre galaxie, qu'elle se transforme en une crêpe stellaire flambée, ça ferait un dégagement d'énergie, mais il n'y aurait absolument aucune répercussion à l'échelle, évidemment, de la Terre. Si, il y aurait des rayonnements gamma, mais on détecterait que quelques photons gamma et qui ne poseraient pas de problème. On va peut-être avancer un petit peu. Oui. Et je vais essayer de répondre de façon plus courte aux questions. Je n'entends rien du tout. Répondu à ma question. Parlez bien dans le micro. Voilà, vous avez à peu près répondu à ma question avec la question précédente. Mais juste pour finir, comme on n'observe jamais de trou de verre, cette énergie, qu'est-ce qu'on a observé? Elle a complètement disparu ou l'énergie absorbée dans les trous noirs, la matière absorbée dans les trous noirs, observation concrète, elle a fait quoi en fait? Alors, actuellement, les trous noirs, on ne les observe que de façon très indirecte. Ce qu'on observe, évidemment, ce n'est pas le trou noir lui-même, c'est la libération d'énergie de la matière qui tombe dans un trou noir. Donc le trou noir lui-même, on ne l'observe pas. Et donc, pour imaginer le sort de la matière qui tombe dans un trou noir, on ne peut faire appel qu'à nos équations et à nos théories. Et là, effectivement, il y a d'énormes différences entre un trou noir qui aurait une singularité, c'est-à-dire le fond du puits serait bouché, donc la matière reste inéluctablement piégée et contribue à l'augmentation de masse du trou noir. C'est ce qui semble plus ou moins se produire dans l'univers. Tandis que l'hypothèse du trou de verre, s'il y avait des trous de verre ouverts, laissant passer une partie de l'énergie qui rentre, ça veut dire que toute l'énergie rentrant dans un trou noir ne serait pas inéluctablement piégée dans le trou noir, mais pourrait reparaître ailleurs dans l'univers. Mais je le répète, ceci n'a pas été observé. Une question sur la droite. Ma question, c'est comment expliquez-vous le fait que le fond diffus cosmologique soit perçu de toutes les directions, alors que le Big Bang, justement, ce serait en théorie un point unique? Alors d'abord, je me suis exprimé à dire que le Big Bang n'était pas un point. Mais enfin, bon, je comprends votre question, tout simplement parce que le Big Bang, il n'est pas quelque part dans l'espace, il est dans notre passé. Et de passé, il nous entoure. L'information que je reçois des objets, que vous recevez, on est toujours au centre de son propre univers observable. Donc quand on observe loin, à cause de la finitude de la vitesse de la lumière, quand vous observez loin, dans l'espace, vous observez également plus loin dans le passé de l'univers. Chaque observateur est au centre de son univers observable. Et quand vous remontez suffisamment loin dans le passé, par exemple 13,8 milliards d'années, vous remontez à l'origine de la première lumière. Mais cette première lumière, elle est où? Elle est forcément tout autour de nous. C'est juste un intervalle de temps. Par exemple, je veux observer tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé il y a une seconde. Il y a une seconde, je vais observer autour de moi une sphère de 300 000 km. Et je reçois l'information une seconde plus tard. Voilà. Et donc, si je veux observer ce qui s'est passé il y a 3,81 milliards d'années, aujourd'hui le rayonnement fossile, ça va être une sphère qui m'entoure. Et dans le rayon, c'est un peu plus subtil, c'est pas 13,8 milliards d'années-lumière, c'est 50. Ça, c'est un peu plus compliqué, c'est parce que l'espace également s'est dilaté pendant 14 milliards d'années. Voilà. Oui, juste pour revenir à l'absorption de matière par un trou noir,
Si j'ai bien compris, on peut observer de la matière qui est éjectée à ce moment-là, ou un jet, mais ce n'est pas en contradiction avec le fait que dès qu'on est absorbé par un trou noir, même la lumière ne peut plus s'échapper. Il n'y a pas une contradiction là? Non, du tout. C'est parce qu'évidemment, j'ai absolument pas pu détailler quoi que ce soit. Mais quand vous faites un modèle d'absorption de matière par un trou noir, par exemple un disque de gaz, ce qu'on appelle un disque d'accrétion, vous avez une partie seulement de la matière dans le disque qui va être absorbée, par exemple dans le plan équatorial, qui va tomber dans le trou noir, disparaître dans l'horizon, et celle-là, on ne la verra pas. Mais vous avez une partie de la matière qui, elle, ne va pas être absorbée, mais va être éjectée. Par exemple, si le trou noir est en rotation, une sorte d'effet dynamo, le trou noir est en rotation rapide, le long de l'axe de rotation du trou noir, vous avez une partie de la matière qui est éjectée le long de cet axe de rotation et donne des jets extérieurs. Voilà. Mais ce n'est pas de la matière qui est rentrée dans le trou noir. Elle n'est jamais rentrée, elle est éjectée. Et de fait, systématiquement, on observe, dès qu'il y a des objets astrophysiques où l'on soupçonne qu'il y a des trous noirs, que ce soit des trous noirs à l'échelle des étoiles, dans les systèmes binaires, ou dans les trous noirs géants, dans les quasars, on observe quasi systématiquement des jets. C'est-à-dire qu'il y a toujours la combinaison d'une partie avalée et d'une partie éjectée. Et c'est évidemment la partie éjectée qui nous permet aussi d'avoir des signaux astronomiques plus précis sur l'existence réelle des trous noirs. Merci. Justement, j'avais une question à propos des trous noirs en rotation. J'en ai jamais vu de simulation. Pourquoi? Est-ce que c'est trop difficile à calculer? D'abord parce que vous n'avez pas lu tous les articles. Non. Alors, la raison essentielle, c'est que c'est effectivement beaucoup plus difficile à calculer quand on n'est pas dans le plan équatorial. Quand on se met dans le plan équatorial, j'ai montré en fait une image de la simulation de Kip Thorne qui a suivi celle du film Interstellar. Ça, c'est calculé pour un trou noir en rotation. Mon collègue Riazuelo, qui a fait les simulations les plus sophistiquées, a aussi calculé un grand nombre d'images pour des trous noirs en rotation. Mais je ne vous les ai pas montrées, effectivement, parce que ça crée des mirages tellement complexes à décoder. Mais il est vrai que les trous noirs en rotation sont les vrais trous noirs. Dans la nature, s'il y a des trous noirs, ils sont forcément en rotation comme tous les objets. Et d'ailleurs, les observations que l'on fait aujourd'hui sur les trous noirs suggèrent que la plupart des trous noirs sont non seulement en rotation, mais sont carrément à une sorte de vitesse de rotation presque maximale, parce que les trous noirs ne peuvent pas tourner arbitrairement vite. Disons, c'est grosso limité par la vitesse de la lumière. Voilà. Bon. Eh bien, il se trouve quand même de façon assez surprenante que la plupart des gros trous noirs, y compris le gros trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie, qui fait 4 millions de fois la masse du Soleil, oui, c'est là, la galaxie, c'est juste à côté, à l'échelle de l'univers, donc c'est là. Bien, lui, il semble tourner donc à une vitesse proche de la vitesse maximale. Si on considère les systèmes qu'on voit s'effondrer aujourd'hui, et qu'on considère le temps qu'il faut depuis le Big Bang pour créer toutes ces choses et jusqu'aux effondrements qu'on constate, certains cosmologistes avancent que 13,81 milliards d'années ne serait pas suffisant. On aura un problème entre la durée de l'univers et le temps qu'il faudrait pour que les choses se soient formées et finalement soient observées en train de s'effondrer à certains moments. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une question absolument fondamentale. Alors, ce n'est pas tellement les 13,81 milliards d'années qui posent problème, c'est plutôt les toutes premières phases. C'est grosso modo le premier milliard d'années de l'histoire de l'univers. Parce qu'aujourd'hui, on a des observations qui nous montrent que les premiers quasars, les premiers noyaux de galaxies brillants, etc., se sont formés à peu près au bout de 800 millions d'années. Peut-être les premières étoiles, 600 millions d'années après le Big Bang, en admettant qu'on mette le temps zéro au Big Bang. Donc, c'est-à-dire c'est une formation beaucoup plus rapide que ce que l'on pensait. Il y a quelques années, on pensait qu'il fallait au moins 1, 2, 3 milliards d'années. Pourquoi? Parce que, comme je le disais à un moment, il y a l'expansion de l'espace qui a tendance à séparer la matière. Or, la formation des objets, c'est au contraire la gravitation qui va rassembler la matière. Donc, il y a une compétition entre les deux. Voilà. Et donc, pour arriver à former des étoiles et des galaxies, on s'est dit, c'est la gravitation qui joue, donc il faut laisser un certain temps à la gravitation pour faire ça. Et effectivement, aujourd'hui, on observe, je vous dis, et notamment, on a observé récemment un quasar censé abriter un trou noir gigantesque de 13 milliards de fois la masse du Soleil et qui date de 800 millions d'années après le Big Bang. Donc, comment un trou noir aussi gros a pu se former aussi vite? Probablement pas par croissance d'un trou noir initialement petit, parce qu'il n'a pas le temps.
Et donc, il faut faire appel à d'autres hypothèses. On n'est pas dans une impasse, hein. Il y a toujours des solutions, des solutions possibles. Mais ça fait partie des problèmes intéressants. La rapidité aujourd'hui observée de la formation de premières structures astronomiques. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats fondamentaux sur la nature, autre chose que la gravitation, l'énergie sombre et la nature réelle de la matière noire, atomique et pas atomique, la contribution qu'elle joue dans la formation des galaxies. Et on fait aujourd'hui plein de simulations numériques où on met un petit peu à la louche comme paramètre, on fait varier les proportions d'énergie sombre, de matière noire atomique, de matière noire non atomique, pour voir à quelle échelle de temps on arrive à former les galaxies et pour voir si c'est compatible avec ce qui est observé. Pour juste continuer là-dessus, si la théorie est à l'approche de toutes les possibilités, pour moi, l'observation est la vérité. Bien sûr. Donc, quelles sont les perspectives maintenant qu'on a pour trier à travers toutes ces possibilités dans les quelques dizaines d'années qui viennent? Il y a d'abord à propos de l'histoire de la matière noire non atomique, sur la matière noire atomique ne pose pas vraiment de problème, même si dans sa nature on n'est pas certain qu'il s'agit de grands nuages d'hydrogène froid, de nanobrunes, etc. Mais on connaît réellement la proportion à cause de limites venant de la nucléosynthèse, peu importe. C'est surtout le problème, de la matière noire non atomique, qu'il est difficile de mettre directement en évidence au laboratoire, parce que, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais ces formes de matière se comporteraient un peu comme les neutrinos, c'est-à-dire seraient insensibles à la matière ordinaire. Donc un détecteur de matière noire non atomique a toutes les chances de rater les particules, parce que le détecteur, c'est fait de matière. Voilà. C'est pour ça que toutes les tentatives actuelles de détecter des particules de matière noire non atomique venant du cosmos échouent. Alors, dans l'un des espoirs, c'est de les reconstituer artificiellement dans les accélérateurs de particules. Hein. Voilà. Alors, donc ça fait partie des choses possibles expérimentalement, si effectivement au LHC ou dans d'autres éventuellement accélérateurs futurs, on arrive à reconstituer artificiellement ces candidats de matière noire non atomique, on pourra trier entre les modèles. Pour l'énergie noire, c'est encore plus compliqué, mais il y a un grand projet instrumental qui s'appelle Euclide, à l'horizon 2019-2020, qui donc est un télescope spécialement consacré à l'étude de façon indirecte bien entendu, à traquer la nature de la matière noire, pardon, pas de la matière noire, de l'énergie sombre. Pour essayer de trier entre les innombrables modèles, parce qu'actuellement, l'énergie sombre, ça on semble là, parce qu'elle accélère l'expansion de l'univers qui, elle, est bel et bien observée, mais que je l'ai dit à un moment, est-ce que c'est l'énergie du vide, est-ce que c'est la constance cosmologique, est-ce que ce sont des champs de force inconnus, etc., enfin, qu'on peut toujours imaginer sur le papier. Eh bien, seules les observations ont le dernier mot, toujours, évidemment, et pourront commencer à trier entre ces différents modèles. Voilà. Donc on est encore tout au début, même si la relativité a 100 ans, la cosmologie relativiste, ça commence à marcher pas mal, on est quand même encore au début d'une histoire longue et fascinante et peut-être interminable, et c'est ça l'intérêt de la recherche. Ça pourrait être un très bon mot de conclusion. Pour vous laisser rentrer chez vous. Merci beaucoup à tout le monde.